Aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on parle avec Éric Pinault, qui est économiste, sociologue, chercheur à la chaire sur la transition écologique. On parle notamment des gaz naturels et de la différence avec les gaz naturels renouvelables. On a parlé aussi de décarbonation. On a parlé aussi de comment on gère notre énergie au Québec. Est-ce qu'on gaspille notre énergie? Est-ce qu'on la gère bien? Comment on la produit? Donc, vraiment, une approche systémique de comment on traite notre énergie au Québec en ce moment, parce qu'on le sait, c'est le sujet de l'heure. Et aussi, on a parlé de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire, on va-tu atteindre ou pas nos objectifs? Puis le sujet qui nous brûlait sur les lèvres, son opinion sur le fameux projet Norvolt. Oui, qu'est-ce qui marche pas? Par où on s'en va? C'est-tu vraiment une bonne idée? On vous laisse écouter ça. Bonne écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Hey, Éric Pinault, bienvenue. Oui, bienvenue. À subir la rechute de café de Grégou. Oui. Oui, oui. Et ceux qui me connaissent, je bois jamais de café, sauf là. Bon. Éric, on te connaît comme sociologue. Oui. Sociologue, c'est ça le titre. Oui. Économiste. Oui. On te connaît aussi comme chercheur à la chaire de recherche sur la transition écologique. Oui. Et même auteur. Oui. Tu fais plusieurs choses. Mhm. Mais toi, tu as commencé ton parcours en liant économie et environnement, ou du moins, c'est quoi qui a été l'étincelle qui a relié le tout? Le tout, si je te donne la vraie réponse, je remonte à genre 20 ans et je remonte à l'époque où j'étais militant environnementaliste écologiste et que je travaillais. Je n'étais pas universitaire, j'étais à l'extérieur de l'université. J'avais rencontré une personnalité à l'époque, Murray Bookchin, qui était assez connu à cette époque-là dans le mouvement environnementaliste. Murray Bookchin. Murray Bookchin. OK, mais écoute, il a écrit un livre sur c'est lui un peu qui a inventé l'écologie sociale à cette époque-là. Donc, c'était figure assez importante dans la frange radicale du mouvement environnementaliste. Et Murray m'avait dit à un moment donné, il avait fait une phrase un peu étrange. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les philosophes allemands. Il avait dit, je vais le dire en anglais, je vais le traduire en français, mais ça se dit en anglais vraiment. We don't know what capitalism is yet. Et cette phrase-là m'a marqué. On ne sait pas ce que le capitalisme est, mais là encore. En tout cas, ça se dit drôlement en français. Oui. Et c'est cette idée. Pour l'instant, en fait. C'est une forme. Pourtant, c'est l'économie qui nous entoure. Puis, ça m'avait resté un peu dans l'esprit que. Parce que je me rappelle à l'époque, c'était le gros débat environnemental au Québec, c'était beaucoup les projets hydroélectriques. Hein? C'était LG2 à l'époque. Là. Mes premières manifs, moi, c'était LG2. T'étais là-dedans, là. T'étais dans le... Oui. Puis c'était au nom de l'économie qu'on devait développer ces projets de grands barrages. Et c'était toujours l'opposition économie-environnement. Et moi, ça me travaillait, cette opposition-là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé par me dire que pour parler d'environnement, il fallait savoir de quoi on parle. Et donc, je suis rentré à l'université en géographie physique à Laval. OK. J'ai fait une majeure en géographie physique. Donc là, je tripais sur les sols, écologie forestière. Ah oui! Comme on disait dans le temps, on regardait pousser les roches. Les gens nous demandaient ce qu'on fait en géo. Nous autres, on regarde pousser les roches. La géomorpho fluviale, comment les cours d'eau travaillent, comment... ça me passionnait. Donc, j'ai fait 2 ans là-dedans pour acquérir le vocabulaire, acquérir une certaine aisance. Je dirais pas que je suis quelqu'un qui vient des sciences naturelles, mais j'ai comme une base en sciences naturelles. Mais je suis nul en maths. Ça, c'est le paradoxe de ma vie. Tu es un économiste. Et je suis un économiste et je suis nul en maths, effectivement. C'est génial. C'est ça. Je suis bon dans les additions, les soustractions, mais tout ce qui est maths avancé, là, ma fille est meilleure que moi. Là, elle m'étonne, elle est en bio à l'UQAR, puis elle dit, papa, les mathématiques là, avancées, il n'y a rien là. Moi, c'est ça. En stats, ça va. Mais bref, donc j'ai fait 2 ans là-dedans. Après ça, j'ai manqué d'argent, j'ai arrêté mes études. Je devais finir une mineure en sociaux que je n'ai pas fini. Et j'ai réussi, en tout cas, à bricoler des cours, puis à un moment donné, à rentrer en sociaux à la maîtrise. Puis là, j'ai dit à mon directeur, je veux faire un mémoire de maîtrise sur l'écologie sociale de Murray Bookchin et sur la question économique dans sa vision de l'environnement. Et en même temps, il y avait à l'époque la Banque centrale qui faisait des drôles d'affaires, qui essayait d'atteindre une politique de zéro inflation, puis ça m'impressionnait. Puis j'ai viré de bord, puis j'ai fait un mémoire de maîtrise sur la politique monétaire canadienne, rien à voir avec l'environnement, puis sur comment fonctionnait le système monétaire et financier. Et là, on est en... Cette mémoire-là, 98, 99, 99, et dans les cercles avancés en économie politique des systèmes financiers, on commençait à parler de financiarisation.
financière. C'est- Ouais, c'est c'est-à-dire une quoi? économie où le système financier, ben pour nous, ça va de soi que le système financier soit partout, qu'aux nouvelles, on donne les codes de la bourse, puis qu'on Oui. trouve ça bien important. Oui. Pourtant, par rapport au fonctionnement de l'économie, c'est marginal. Puis par rapport aux gens qui écoutent la télé, Qui sont pas actionnaires de ils ont rien, là, c'est actionnaires ça, de c'est rien, ça. puis Ils on ont parle de la peut-être bourse deux, tous trois les réels. jours. C'est ça. Fait que c'est l'idée, c'est comment l'économie financière a pris toute la place dans le système économique et est devenu le centre de coordination de l'économie pour le meilleur ou pour le pire. Et donc, moi, je fais mon mémoire sur la Banque centrale. Il y a des économistes en France qui remarquent ce que j'ai fait puis qui disent Puis, wow, je m'excuse, là, c'est parce que on tu est loin dis de plein l'environnement. d'affaires, puis là, c'est la Banque centrale. Banque centrale, la Banque du Canada, le OK. taux directeur. OK, oui, merci. Le Taux fameux directeur, taux directeur je suis là. Oh, n'arrête je pas, suis. là. Ouais, il bouge, là, tu sais. Taux directeur, c'est OK, ça. parfait. Alors moi, je m'intéressais à comment la banque transmettait le signal de taux directeur dans l'économie. Donc, quand la banque annonce quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que les banques privées font? Qu'est-ce que les ménages font? Ça s'appelle le mécanisme de transmission. Mais là, on le vit, là. C'est technique. Là, on le vit parce que on là, est ça loin fait... de nos questions. Oui. Non, Mais On peut y revenir. Non, mais c'est important parce que Ça faut met le la mettre en base. contexte. Oui, c'est parce ça. que là, on est dans une transition environnementale. Oui. On essaie de Ouais. changer les choses. On est dans... Bon, moi, j'aime pas ça dire crise économique, mais dans un monde particulier économiquement, là, tout le Oui. monde nous dit que ça va mal. OK? Oui. Après ça, on est d'accord ou pas. Là, on pourra en Ben, on est discuter. dans stagnation. Nous autres, on appelle ça la stagnation séculaire. C'est-à-dire une économie où, finalement, les taux de croissance sont anémiques. Les patrons d'investissement ne débouchent pas sur une économie qui a une certaine teneur. Puis les secteurs moteurs, ben, ne sont pas créateurs. En tout cas, sont pas OK, attends, reviens à je suis allé trop vite, là. Anémique, là. Non. Mais là, on Non, peut- mais c'est parce que je trouve ça vraiment intéressent, mais je vais poser c'est beaucoup de questions. contre-intuitif. On parle beaucoup de décroissance en environnement. Ouais. Mais un des enjeux de notre économie, c'est qu'elle a de la difficulté à croître pour renouveler d'une manière dynamique son système de production. OK. Et là où il y a beaucoup de croissance très rapide, c'est surtout dans les pays émergents, mettons Ouais. en Chine, en Ouais. Inde, au Brésil, mais dans le cœur, là, en Amérique du Nord, en Europe, on ne voit pas de renouvellement très rapide des systèmes productifs et donc les innovations Ça technologiques. serait quoi un système rapide? La décarbonation, là, c'est Ouais. une question pas juste de comportement. Il y a tout un aspect social, mais il y a un aspect purement technologique là, dans la OK. décarbonation. Ça, c'est pas rapide. C'est ça que tu es en train pas de dire. rapide. Donc, on n'évolue pas assez vite. On ça. connaît les solutions pour Ouais. la Ouais. décarbonation industrielle. Ouais. En particulier, moi, je pense au domaine industriel. On connaît Oui. beaucoup de solutions, mais ça prend de l'investissement. Tu sais, Ouais. Prenons Ouais. la fonderie Horn. Là. Oui. Oui. Bon. Ah oui, la Prenons la fameuse... fonderie Horn. Les solutions pour nettoyer les émissions de la fonderie sont connues. Oui, C'est une question d'investissement. oui. Ils sont pas prêts à le faire. Glencore préfère diriger ses bénéfices vers ses actionnaires Ouais. ou les recycler dans d'autres secteurs plutôt que d'investir dans la mise à niveau de sa... Mais ils l'ont annoncé, là. Ils ont dit, ben, là, ce que vous nous demandez, on pense pas être capable de le faire. Ben, si on regarde les livres, ils sont capables, ils ont les sous, c'est une décision stratégique. Donc, multiplier ça par tous les secteurs, on est dans un système économique où la croissance industrielle, elle est tributaire des rendements financiers et de l'absorption par la sphère financière des bénéfices. Et donc, il y a comme un détour. Tu sais, les entreprises font des profits, mais plutôt que de réinvestir localement dans leur Ouais. système productif, ça part dans le système financier, ça se promène 3-4 fois, ça s'en va dans les poches des milliardaires, ça se transforme en jet privé, on ne sait pas quoi. Puis éventuellement, ça revient sous la forme d'emprunt. Mais c'est un long détour par la sphère financière. Et ça donne une économie, puis c'est très bien documenté par... entre autres, les banquiers centraux ont beaucoup travaillé là-dessus depuis une quinzaine d'années. Une économie qui, donc, a une tendance à ce qu'on appelle la stagnation séculaire. Tu sais, des taux de croissance plutôt Peux-tu faibles. répéter le mot Stagnation Oui. séculaire. Je pense qu'on séculaire? on va l'écrire. Ouais, mais pourquoi qu'on va là? Ça, je sais pas. Mais- Non, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça intéressant parce que, Mais là, en fait... c'est mes vieux travaux d'il y a 10 ans. 15 ans. Non, pas non, grave. mais c'est intéressant qu'on parle de ça. Éric, je vais te dire pourquoi. C'est que là, on dirait qu'on est comme dans un point de bascule en ce moment. OK? Au Québec, en tout cas, notamment, puis sûrement mondialement, là, mais Oui. on va parler de Oui. proche de nous, là, parce Oui. qu'on pourrait parler de mondialement longtemps. Oui. Il y a un point de bascule. On a un gouvernement en ce moment qui est en place qui dit faut avoir un plus grand PIB, puis il faut Oui. battre l'Ontario, Oui. puis il faut investir massivement dans à peu près n'importe quoi, Oui. en autant que ça rapporte. Oui. Biodiversité, puis les renettes, on s'en fout. Il Oui. faut que ça paye. Puis là, de l'autre côté, toi, tu dis, ouais, mais tu sais, notre économie, elle stagne quand même, tout ça. Moi, la question, tout de suite, quand tu as parlé de ça, je me suis dit, et s'il avait raison, le gouvernement, Ouais. de vouloir donner un Booster. électrochoc de fou? Ben, c'est parce que c'est pas ça qu'ils font, selon moi. Là. OK. Mais mettons, tu sais, quand je dis la stagnation séculaire, c'est
on est dans une transition et ces périodes-là de grande transformation de système économique impliquent souvent des taux de croissance très élevés. Là. Pour un pays avancé, on pourrait être dans le 5-6 %. Là. Pensez à la Deuxième Guerre mondiale. Là. Oui. On vire de bord l'économie. Là, on parle d'une économie de paix, une économie de guerre, puis on repart dans une économie de paix en 5 ans. On fait les deux switches. Oui. Les taux d'investissement, les taux d'appui public à l'investissement privé, la mobilisation industrielle était intense. Moi, je pense que si on veut faire une transition, c'est à peu près à ça que devrait ressembler notre effort collectif. C'est pas donner 7 milliards de dollars à une entreprise qui va venir ici, qui n'est pas du tout installée dans le tissu industriel, qui va faire des batteries. Je ne suis pas contre ni pour, là, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que pour moi, c'est pas exemplaire d'une mobilisation industrielle pour reconvertir notre économie. Mais qu'est-ce qui marche pas, à ton avis, dans Norvolt? Qu'est-ce qui marche pas? Ben, c'est un corps étranger dans l'économie québécoise. OK, mais il y en a plein. Il y en a plein. C'est un vieux modèle. Pour moi, Northvolt, ça ressemble à l'aluminium. Ça ressemble à... Mais l'aluminium, moi, quand je voyage, les gens ils me disent qu'ils sont fiers qu'on ait de mais c'est l'aluminium. clair. On devrait être fiers. Sauf que ce qu'on fait au Québec, c'est qu'on reçoit de la bauxite, on la transforme une première fois, puis on la renvoie sur les marchés. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir des matières premières, on va les transformer un peu, puis on va les envoyer en Ontario, au Michigan, puis ça va nous revenir sous la forme de char. Oui, la valeur ajoutée va être où? La valeur ajoutée, elle va être où? Elle va être au Michigan. Ici, nous, on fait des composantes, une partie d'un char. Puis on fait ça. Qu'est-ce qui attire l'aluminium? Qu'est-ce qui attire ces entreprises étrangères ici? C'est le kilowatt. Puis c'est le prix du kilowatt le plus... OK. C'est moins cher que tu peux trouver dans les pays industriels. C'est ça qui attire. Puis même, à la limite, dans les BRICS, là, ajoute là, le Brésil, ajoute la Chine là-dedans. Là. On est là où, au kilowatt-heure fiable, là, tu sais, que ça roule tout le temps, là, 24 heures. Tu sais. On est là sur la planète où c'est le plus fiable et c'est moins cher. Oui. Et donc, c'est ce qui les attire. C'est pas notre force de travail, c'est pas notre main-d'œuvre. C'est pas parce qu'on est québécois et qu'on est fin. Là. C'est pas comme quand le PDG de Northvolt a dit, c'est pas notre attachement curieux au milieu humide, comme le PDG de Northvolt a dit en entrevue à tout un matin. Oui, façon brillant. Ah, c'était beau. J'avais trouvé ça de toute beauté. Il disait qu'il y avait deux particularités à la population québécoise. Son fait français et notre attachement singulier au milieu humide. Oui. J'avais trouvé ça intéressant comme propos de la part de... Mais il faut revenir, tu sais, c'est l'énergie. C'est un vieux modèle. C'est le modèle d'une Seine-Latonne, là. On le connaît. Ça fait, tu sais, on a fait ça avec le bois. On a fait ça, à la limite, on peut remonter au castor, là. C'est un modèle d'extraction, d'économie extractive où on a une matière première abondante, accessible, avec un régime de droit assez bien bricolé. Et là, on accueille les investisseurs sur la base de leur capacité d'extraire. Mais système que l'on paye comme contribuable. Parce que là, on va payer pour Northvolt. Ben oui. OK. Au-delà du 7 milliards, si je t'entends bien, je réfléchis à ce que Sophie Brochu a dit avant... je dirais pas être remercié, mais mettons, la lettre, elle devait être écrite, là. Puis qui dit, moi, je veux pas que Hydro-Québec devienne un Dollarama. C'est ça. Est-ce que je dois comprendre que tu penses qu'on s'en va dans cette traque-là? Oui. Clairement. T'es clair, là, toi. Très clairement, c'est le modèle Dollarama. OK, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'elle voulait dire par... Oui, le Dollarama. Pourquoi elle a utilisé cette c'est comme une scène que t'as dit. Oui, mais on peut le... Oui, on peut l'expliciter. Dans le fond, c'est parce que l'électricité québécoise, dans la donne actuelle, où tout le monde tente de décarboner ses systèmes énergétiques, sortir le CO2, donc arrêter de faire l'électricité avec du charbon, du gaz, parce qu'ailleurs dans le monde, c'est charbon, gaz, nucléaire. Oui. L'éolien solaire. Mais une économie qui fonctionne à l'hydroélectricité, c'est singulier, là, sur la planète. Il n'y a pas grande place qui ont autant de... Donc, l'électricité, quand tout le monde veut sortir des énergies fossiles, tout à coup, l'électricité québécoise, elle change de valeur. Elle a une nouvelle valeur. Elle n'est pas juste fiable, elle est propre. Et donc, il y a une valeur ajoutée à notre électricité. Et Sophie Brochu, elle, son idée, c'est un levier, ça, pour le Québec. Oui. C'était un levier et la priorité devrait être d'utiliser ce levier pour transformer l'économie québécoise, pour commencer par nous décarboner notre économie. Puis après ça, on l'offrira aux autres. Puis on accueillera. Mais déjà, il y a beaucoup à faire. Le modèle de Fitzgibbon... on le sait pourquoi elle est partie. C'est parce qu'elle a dit c'est pas vrai qu'il va y avoir une fusion des deux ministères. Elle a dit moi, je veux avoir un ministre de l'Énergie devant moi qui va me défendre vis-à-vis du ministre de l'Économie. Et non. C'est pas la décision qui a été prise. Voilà. Et donc, le Dollarama, ça veut dire qu'on continue d'avoir cette électricité très peu chère, mais je veux dire, continentalement, là, il n'y a pas d'endroit sous le continent américain où tu peux trouver l'électricité si peu chère. Là. C'est une joke, le tarif que va payer, le tarif L, le tarif que payent les grandes industries.
Et donc, c'est comme si on ne tenait pas compte de la valeur ajoutée de notre électricité. Si tu as des kilowatts au Texas, le Texas, non, sont de plus en plus verts, en fait. Ouais. Mettons, au Michigan, tu as des kilowatts, le mix énergétique n'est pas aussi propre, donc il est sale. Donc, tandis qu'une entreprise qui vient au Québec, son mix énergétique est 100% propre. Ça vaut quelque chose, ça. Tu devrais payer un surplus compte tenu de la propreté. Parce que c'est clair que Northvolt ou n'importe qui d'autre qui utilise en ce moment l'électricité au Québec va le dire, eux autres. Ils vont dire, regardez, nous, on vous fournit une batterie qui est faite 100% d'énergie renouvelable, fait qu'on va vous charger un peu plus cher quand même. Oui, oui. Mais nous, on va avoir donné la ressource naturelle du début. Nous, on donne la ressource naturelle du début. On fabrique la batterie. Puis la valeur ajoutée, c'est lui qui l'a, puis c'est lui qui fait le cash capturé dessus. au Michigan, puis on vient, puis on achète le champ. Dans le fond, c'est pas tant business. T'sais. On dit qu'il est super business, lui, mais... Il est business pour les gens de Northvolt. Oui, Ouais. Il est du monde mais des je veux affaires. Ouais. Oui. Il est business pour les gens des affaires. Oui, mais sauf que moi, je me rappelle bien, là, ce que j'ai lu sur Hydro-Québec au début, là, c'était justement de travailler sur une forme d'indépendance énergétique, puis d'être hydro-québécois et tout ça. À la base, c'était ça. Il y avait selon moi, il y avait deux idées fondamentales à Hydro-Québec. Il y avait l'idée de cette indépendance énergétique, puis il y avait aussi l'idée de pouvoir planifier. Ouais. Que planifier le déploiement de notre énergie, c'était de planifier notre développement industriel. Puis pour planifier le déploiement de l'énergie, il ne fallait pas qu'il y ait 56 000 producteurs différents qui tirent chacun la couverte de leur barre, comme c'était le cas avant Hydro-Québec. Il fallait qu'il y ait une entité qui survole puis qui puisse dire, OK, voici toutes les ressources qu'on a, voici tous les potentiels qu'on peut développer, comment qu'on fait ça? Là, on va vers un modèle où il va y avoir de l'éolien par-ci, du solaire par-là, puis Hydro-Québec va être pris avec son héritage de quelques barrages, là. Ouais. Puis le reste du développement... Puis barrages, qui soit dit en passant, on le sait peu, mais ils sont pas mal maganés, les barrages, là. J'ai un ami qui est allé l'an passé visiter les barrages, puis c'est couvert avec quasiment du cellophane pour pas que le béton use trop vite parce qu'il est rendu à certains endroits en fin de vie. Il y a de l'investissement. Là, sûrement qu'il y a un cycle d'investissement à prévoir. Là, c'est un peu mais normal. ça n'a pas fait le front du Journal de Montréal quand j'ai vérifié. Là. Tu sais, je veux dire, et pourtant, à mon avis, si on veut être indépendant ou souverain énergétiquement, mettons, là, ben peut-être que ça serait le fun de réparer ce qu'on a. Puis peut-être réduire aussi notre consommation d'une quelconque façon. Tu sais, moi, je pense pas que je suis pas dans le team de Fitzgibbon de laver ma vaisselle la nuit. Là. D'ailleurs, j'aimerais ça voir s'il passe son lave-vaisselle la nuit, mais c'est ce qu'il dit. Là. Est-ce qu'il passe son lave-vaisselle? Oui, ben d'après moi, il y a quelqu'un qui fait ça. Mais sinon, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a des solutions collectives à ces enjeux. Oui. Ce qu'on appelle une descente énergétique, c'est-à-dire l'idée de regarder la transition comme une occasion de transformer notre économie puis de réduire notre dépendance énergétique. Ou réduire notre consommation énergétique. On peut-tu faire ça sans brimer notre qualité de vie? Ça dépend comment on définit qualité de vie. La courte réponse, c'est non. C'est-à-dire que pour plusieurs personnes, la qualité de vie est définie par Si par qualité de vie, tu entends le privilège de conduire un VUS, par exemple. Ouais. Ben ça, non. Malheureusement, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas viable à moyen ou à long terme. Donc, si par qualité de vie, tu entends le privilège d'aller 4-5 fois en République dominicaine, passer 10 jours, ben c'est peut-être pas quelque chose qui va être possible dans un monde décarboné. Tu sais, ça dépend comment on définit qualité de vie. Mais si on entend qualité de vie, une personne qui vit au Québec avec une température dans son logement d'à peu près entre 20 et 30 degrés, mettons, qui mange bien, avec peut-être un peu moins de viande, mais quand même, qui mange bien, qui a un emploi reconnu avec une valeur sociale, qui peut se déplacer au Québec facilement, de manière interurbaine, peut-être avec une automobile, de manière intra-urbaine avec du transport collectif, qui, oui, peut-être une fois par année, se paye un voyage quelque part, peut-être. Ben là, si ça, c'est la qualité de vie, ben on est peut-être... Oui. Okay. Ce qui est clair, c'est que la transformation profonde de notre économie, je pense, va changer aussi. Il y a peut-être certaines choses qu'on ne fait plus au Québec qu'on va devoir faire, plus d'agriculture, plus de manufacturiers, probablement. Peut-être un cycle, donc des emplois nouveaux ou de retour de vieux emplois qu'on avait perdus. Peut-être que dans nos vies à nous, on va être appelés peut-être à intervenir dans ces sphères-là. Je ne sais pas, tu sais, est-ce que c'est normal que 2 % de la population produise l'alimentation pour les 98 %? Est-ce que c'est viable à long terme? Peut-être que ça va changer, puis peut-être que... Puis même, je dirais 2 %, puis même là, ces 2 % -là, maintenant, ça inclut
une grande partie de main-d'œuvre étrangère qu'on fait venir juste pour Ouais. l'été. Tu sais, moi, quand Ouais. j'étais jeune, à l'époque que je faisais mes études, je travaillais aussi dans des fermes. Puis c'était normal pour un étudiant. J'étais à Oui. l'Université Laval. On faisait foin, on faisait C'est tout ça. Moi, là, à l'époque. je faisais les asperges, puis après ça, je faisais des brocolis à l'île d'Orléans. C'était une job d'été, puis c'était Oui. normal. C'était pas anormal de faire ça. Mhm. Puis dans les champs, il y avait plein de monde comme moi. Ouais. Aujourd'hui, oubliez ça. Là. Le tabac à Joliette, c'est il y ça. avait tout ça à Payant, l'époque. ça. Moi, la seule affaire qui reste là, dans la culture des jeunes que je vois, comme ma fille, elle a 21 ans, c'est elle a fait les cerises. Elle est allée faire les cerises au BC. OK. Pendant les feux, d'ailleurs, elle Ah. faisait les cerises avec un masque, puis il neigeait des cendres. C'était complètement apocalyptique. Oh, C'était ouais. vraiment... Pour elle, ça allait... Ouais. Marquant. Oui. Ben, c'est vrai que même moi, quand j'étais jeune, on partait dans le BC, puis j'avais beaucoup d'amis qui faisaient ça. Là. Ils allaient cueillir des fruits et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on travaillait au champ quand on était plus jeune. Ouais. Puis là, on dirait que ça s'est comme un peu perdu, Ouais. ce bout-là. Mais peut-être qu'il faut qu'on revienne aussi. Mais il va y avoir, je pense, dans cette transformation, un rapport à la terre, un rapport Ouais. à la subsistance peut-être différent. En tout cas, moi, je pense qu'on va devoir revoir le partage entre ce qu'on laisse au marché puis ce qu'on fait nous-mêmes. Je pense qu'il y a un jeu qui va se jouer. Alors, peut-être que qualité de vie, on peut inclure la fierté puis le sentiment d'autonomie à pouvoir transformer soi-même ses aliments, à pouvoir les cuisiner, à pouvoir même les faire pousser, pas tout, mais peut-être une affaire ou deux. Ouais. Peut-être que ça peut faire partie de la qualité de vie. Mhm. Donc, puis là, ben, quand je dis ça, je sais que je suis sur un terrain glissant parce que c'est un terrain qui relève de la culture. Puis, dans le fond, c'est toujours, moi, mon malaise personnel dans les enjeux de transformation, de transition, par rapport à ces définitions de qualité de vie, c'est que la transition, la transformation dans laquelle on est engagé, elle a une dimension culturelle. Puis, qui suis-je, moi, pour dire que mon mode de vie, mes choix personnels sont les bons, universalisables et qui devraient donc être faits par les autres. Tu sais, qui suis-je? Puis des fois, je trouve que, si on n'a pas le choix dans le fond, quand on travaille dans notre domaine, il y a une espèce de violence symbolique dans ce qu'on fait, tu sais, parce qu'on dit au monde, hey, tu sais, toi, tu l'aimes, ton VUS, mais tu sais, non, c'est pas possible. Tu sais. Ouais. Ton Mais on fils, juge oui, là. beaucoup. On juge beaucoup Beaucoup en jugement. les choix des gens. Puis Ouais. on en parlait avec Evelyne Charuel l'autre fois. Elle est venue ici. Puis Ouais. elle disait, tu sais, c'est sûr que sur le plateau Montréal, un gros VUS, c'est peut-être pas la meilleure décision. Non. Mais dans le fin fond de l'Abitibi, ça se peut que ça Ouais, soit. moi, je reste. Ben, c'est ça. Tu sais, toi, tu restes à l'extérieur de Montréal. Fait qu'il y a- Forester, ça dépanne. Là, mettons, dépanne, ma un blonde en a Forester. une, puis des fois, je trouve que ça. Je suis bien Ouais. content de l'avoir, là, quand, tu sais, puis même, tu sais, ouais, tu sais, on sort Ben, du bois avec des fois. Fait que bon. Ben, Ouais. effectivement, puis moi, je trouve que des fois, on a tendance à montréaliser nos décisions en matière Ouais. environnementale. Tu sais, il faudrait que tout le monde composte. Ben, OK, tant mieux, mais il y a des endroits qui sont pas rendus là au niveau du compost encore. Ouais, moi, je dirais qu'en campagne, c'est bien plus facile. là. Oui, Je oui, comprends, non, ça fait non, longtemps. totalement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le monde qui Non, a non. cette idée-là du compost. Puis même à Montréal, pas toujours évident. J'en ai des amis qui habitent Ouais. à Montréal, puis ils me disent, écoute, le bac est à peu près jamais ramassé, j'ai une petite affaire, c'est pas... Ouais. Tu sais, on dirait qu'on voudrait que tout le monde fasse pareil, puis là, ben, si tu fais pas pareil, ben, t'es comme à part. Tu sais, Il y a t'es- des transformations. Je pense que c'est des transformations tu sais, qui se passent sur plus qu'une génération. Puis moi, je suis toujours. C'est peut-être mon côté plus de sociologue, mais je pense que c'est les systèmes collectifs, c'est les décisions qui nous embarquent comme collectivité qui sont peut-être plus porteuses de solutions Ouais. que les décisions qui moralisent l'individu puis qui lui demandent une espèce d'effort, là, un peu comme si on était des protestants, puis là, il fallait vraiment, tu sais, faut Oui. que je me discipline. Dans la puis- souffrance. Ouais. 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 Dans le renoncement puis la souffrance Crois-tu individuelle. que la réduction peut aider ou il faut vraiment faire un 180 puis se revirer de bord puis faire comme je vais exagérer, là, mais mettons, il n'y a plus de VUS puis il y a, tu sais, Il y a des renoncements, je pense qu'on va devoir faire collectivement, qui ne seront pas individuels. Il y a des choses, il y a un beau petit livre, puis là, j'ai oublié l'auteur, ça, c'est typique de moi. Je suis un prof d'université. On va faire puis une je fais recherche. des livres, puis j'oublie les auteurs, mais il y a un auteur français qui parle de technologie zombie. ah, Je trouve ça intéressant comme idée. C'est un peu nos téléphones, par exemple. Pour lui, Oui. il dit, je suis pas d'accord avec toute la... Ouais. Je pense même que je suis pas d'accord avec le téléphone. Mais lui, il dit, mais il y a des technologies qui nous entourent, qu'on prend pour acquis, mais qui, de fait, si on regarde, est-ce qu'on va être encore capable de les faire dans 50 ans ou dans 500 ans? Peut-être que non. Et donc, il se dit, on s'habitue à une existence qui est portée par des technologies qui sont finalement impossibles. Peut-être que le VUS fait partie de ces technologies ou ces artefacts. Mhm. Zombie, il y a d'autres auteurs qui parlent de vivre dans des ruines, tu sais.
moi, j'ai fini mon livre en anglais sur l'écologie sociale. J'ai fini, la conclusion, c'était vivre dans les ruines du capitalisme fossile. Dans le fond, c'est que finalement, peut-être qu'un échangeur d'autoroute, c'est une ruine, mais on ne le sait pas encore. Ouais. Peut-être que je sais que nos VUS sont des ruines parce qu'on ne peut pas électrifier. La demande ben, on pourrait. Mais il y en a des F-150 là, qui sont électrifiés. On peut, technologiquement, c'est possible, mais ça veut dire qu'on mobilise. Je veux dire, électrifier le modèle VUS, ça veut dire qu'on fige, on cristallise les inégalités actuelles, puis on dit aux Africains, aux Latino-Américains, vous n'allez pas avoir de char électrique parce que le lithium qu'on va sortir de la Terre dans les 20 prochaines années, on en a besoin pour se promener en F-150, ça rue Sainte-Catherine. OK, parce que ça prend plus de ressources pour ces gens de gros. Je comprends. Okay. C'est que c'est dans l'universalité. Il y a tout un pan de recherche vraiment intéressant. C'est des modélisateurs, surtout en Europe. Je pense à une femme vraiment que j'admire, Julia Steinberger, qui pose la question de mode de vie viable, mais juste et universalisable. Decent living. Et elle a fait des modélisations globales là, pour toute la planète. Puis elle se dit, c'est elle qui a fait, avec Millward Hopkins, d'autres chercheurs, sont arrivés à un papier vraiment intéressant où ils disent, ben, tu sais, chaque être humain pourrait, avec les ressources actuelles, avoir tant de mètres carrés, tant de kilomètres, un vol aux 5 ans. Bon, ils font une espèce de scénario de base. C'est pas déprimant. C'est sûr que pour nous, c'est un peu un choc, mais c'est pas. Mais ça pose la question de la justice. Et moi, je pense que c'est... Donc, le choc culturel, qui, moi, c'est pas tant Montréal versus les régions que est-ce qu'on va continuer à dire au reste de l'humanité, ben, tu sais, vous autres, vous restez... restez de votre bord, ouais. Oui, tu sais, nous, on est à nos 300 gigajoules par personne par année. On est bien là-dedans, là, puis vous autres, restez à 50. C'est correct. Mais ça, c'est intéressant parce que, effectivement, parce qu'en faisant la recherche, j'ai lu des articles que tu as écrits. Ouais. Tu parles des kilojoules. Effectivement, on dépense énormément ou on consomme énormément d'énergie par rapport à la planète, à la moyenne de la planète. Il y a deux affaires là-dedans, par contre. C'est une discussion que j'ai aussi eue un peu avec Pierre-Olivier Pinault, qui travaille aussi... Oui. Qui n'est pas dans ta famille. Non, du tout. Non. Non, mais je pose la question parce qu'on s'est dit ça l'autre fois. Pierre-Olivier, je pense qu'il est français, je crois. Oui. J'ai dit, il y en a un des deux qui a perdu l'accent, mais c'est correct. Et nous, les Pinot LT sont arrivés... le LT, c'est pas le lieutenant, là, donc il était dans l'armée française. Il est arrivé là, en 1640 quelque chose, là, ces Pinots-là. Ils viennent du Maine, qui est entre la Normandie et comme un peu au sud de la Normandie, puis derrière la Bretagne. Puis les Pinots, c'était ceux qui... C'était les charrettes dans lesquelles on mettait les grappes de raisin qu'on venait de couper dans les vignobles d'Aloise. Ça a-tu rapport avec le Pinot Noir? Non, ça, c'est le cépage, mais c'est pas loin. Ben, je me dis, des fois, en voyageant, il y a des lettres qui se perdent. C'est le cépage. Mais nous, c'était les charrettiers, finalement. On pichait les raisins pour aller faire le vin. Pinot Olivier, Pierre Olivier... Pierre-Olivier, lui, prend le nombre de gigajoules par personne, puis il dit au Québec, regardez comment on gaspille. Moi, j'ai une conception un peu différente de lui, c'est parce que quand on regarde le profil québécois, ce qui nous distingue vraiment par rapport au moins à l'Amérique du Nord, c'est sûr que comme Nord-Américain, ça n'a pas d'allure, notre affaire. Ouais. Mais bon, on est des Nord-Américains. Quand on se compare aux Nord-Américains, on ressemble aux autres Nord-Américains à toute fin pratique, sauf dans un item, c'est l'industrie. Hein? Oui, c'est-à-dire que nous, contrairement aux autres juridictions en Amérique du Nord, l'Ontario, les États américains, on est le double. En fait, c'est 37% de plus de consommation industrielle dans notre profil énergétique. Oui, c'est ça. 37% de plus par personne ici. Ça s'expliquerait par quoi? Ben, c'est les alumineries. C'est beaucoup les alumineries. C'est beaucoup ArcelorMittal, transformation du fer. On attire, puis là, on vient à Northvolt, on attire des industries énergivores parce que ça ne coûte rien utiliser l'électricité au Québec. Et donc, dans notre consommation énergétique, avant de se flageller, là, en se disant on prend trop de douches à l'eau chaude. Oui. Ben, les 5 articles du Journal de Montréal en fin de semaine, là, où Fitzgibbon nous disait comment on est des mauvais êtres humains. Bon, ben ça, avant de faire ça, commençons par comparer des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Fait qu'on devrait prendre la chunk de consommation d'énergie qui correspond à ce qu'un ménage, vous et moi, moi, je ne travaille pas dans une aluminerie, je ne suis pas propriétaire d'une sidérurgie, je suis pas... fait qu'on va prendre, là, transport, résidence, mettons. Oui.
chauffage des bâtiments commerciaux. Tu sais, je suis capable. Je vais au centre d'achat, je vais faire mon épicerie, je travaille dans les universités. Institutionnel, commercial, résidentiel, transport. On va prendre ça, puis je vais m'affecter ça. Puis là, je vais me comparer à un Ontarien. Même profil. On est même mieux que les Ontariens à certains égards. Wow. Du monde Après ça, je vais me comparer aux Américains. Ils conduisent 2 fois plus que nous. Ben oui. Fait qu'on peut... mais pourquoi on conduit moins? Mais les Québécois tendent à rester au Québec. On est moins... Il faudrait parler qu'Hugo, un de mes collègues qui travaille plus là-dessus, Hugo Lachapelle, qui me dirait, Éric, voici exactement le chiffre, là, il mesure ça. mais c'est clair qu'on a moins... un Américain, se déplace beaucoup plus. Donc... Mais en même temps, l'énergie que nous, on utilise ici, elle est propre comparativement. Tu parlais des États américains tantôt. Oui, absolument. Fait que ça, est-ce que c'est considéré? Je veux dire, quand on consomme plus, mais... Non, c'est pas considéré. Là, on est juste en train de se dire... Simplement. Parce qu'on veut se dégager de la marge... pour pouvoir décarboner. T'sais, dans le fond, l'idée, c'est on a un potentiel productif X en ce moment, on l'utilise pas mal tout, on en envoie aux États-Unis. Si on arrête de l'envoyer aux États-Unis, par ailleurs, eux, ils vont consommer plus de gaz. Fait qu'on est mieux de continuer à le renvoyer en attendant qu'ils autres nettoient leur mix. Fait que dans le fond, on regarde ce qu'on serait capable de dégager comme marge pour pouvoir électrifier des choses qui aujourd'hui ne sont pas faites avec de l'électricité. C'est là où il faut se poser la question comment réduire. Puis il y a des gains. Je m'excuse, je te coupe, mais c'est parce que j'ai vu... Je peux boire de l'eau pendant ce temps. Oui, OK. J'ai vu qu'il y avait des usines de batteries dans certains États américains que leur consommation énergétique était tellement grande. Puis peut-être que c'est... Les Gigafactory, le genre de Tesla? Oui, que là, je sais pas si c'était de Tesla, là, je me rappelle pas exactement, mais qu'ils vont avoir besoin de leur propre usine de charbon à côté pour fournir l'usine de batterie. Oui. Ça demande beaucoup d'énergie, ces procès industriels-là. Absolument. Oui. Mais c'est pour ça que ça fait sens des batteries. Oui. Ça fait sens de les faire ici. Ouais. C'est pour ça que ça... Oui. Mais là, les autres, ils vont dire, oui, mais c'est pas grave parce qu'on a une technologie qui s'appelle la capture-séquestration de carbone. Donc, on va tenter d'attraper le CO2 avant qu'il sorte de la cheminée Il n'y a pas un peu de greenwashing dans tout ça? Mais moi, dans ma tête, j'étais juste comme, mais pourquoi ils font une usine de batterie là? Oui. Comme ça sert à quoi? Oui, mais parce que... Rendu là? C'est parce qu'en ce moment... Tu sais, il y a 2 choses là-dedans. En ce moment, premièrement, partout dans le monde, on va faire des usines de batteries, à part au Québec, on dépend d'énergie fossile pour faire l'électricité. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une urgence à électrifier les transports. C'est un des compartiments les plus importants dans la tarte des émissions. Là. C'est une des parts de tarte là, les plus importantes. Puis c'est la part qui croît le plus rapidement à cause de notre modèle. À la fois, nous, là, comme individus, on se déplace de plus en plus, surtout en Amérique du Nord. Et aussi, dans le domaine industriel, on fonctionne au just-in-time. Hein? Les entrepôts roulent. On n'a plus d'entrepôts physiques. Au just-in-time, ça veut dire quoi? La production en flux tendu. Ouais. La production en flux tendu, ça veut dire que, mettons que tu as 2 usines. Mettons que tu as ton usine de batterie à ça va être où, là, encore? J'étais pour dire le mauvais nom de la ville. Là, à Saint-Basile-le-Grand. Saint-Basile, À Saint-Basile. Puis tu as ton manufacturier au Michigan. OK. Fait que là, tu produis ta batterie. Dans le vieux modèle, tu aurais fait comme une batch de batterie, tu l'envoies par camion, puis là, elle attend dans un entrepôt. Puis là, à mesure que l'usine de batterie en a besoin, il pige dans l'entrepôt. Là, l'idée, c'est que ton char, il est en train d'être construit, puis ta batterie est en train d'être construite. On embarque dans le truck, oups, ça arrive. Plus efficace. 6 heures plus tard. Ben, c'est une production en flux tendu qui augmente la circulation de ce qu'on produit. Tu augmentes le transport, en fait. Tu augmentes le transport. On le voit dans les chiffres. Et aussi, ben, nous, comme consommateurs, on aime ça se faire livrer des choses et on le voit dans les chiffres. Donc, en fait, il y a une croissance depuis les 20 dernières années accélérée du transport des personnes et du transport des marchandises. Puis c'est moitié-moitié, là. Hein? C'est pas... Tu sais, quand on regarde la pointe de tarte GES du transport, on se dit, pourquoi j'ai pris mon VUS ce matin? Ben, c'est pas juste ton VUS, c'est le camion de livraison ou tous les camions de livraison qui se promènent. Et il y aurait des solutions. J'ai des collègues qui travaillent. Il y a des solutions qu'on connaît. On peut aller le train, le bateau, changer les modèles productifs. Mais le train au Canada, il manque d'amour, là. Je veux dire. Pas juste d'amour, il manque de rail. Oui, mais. Tu sais, quand j'ai investir, là. Non, mais on l'a laissé aller. Aller en Allemagne, là. Ah, je sais. Si, j'étais encore là. J'ai fait un sabbatique d'1 an en Allemagne de l'Est. Puis tu te promènes sur les rails en Bavière. Puis tu vois des rails qui sont en train d'être construites à côté des rails où tu es. Ils investissent encore. Où au Canada, en ce moment, est-ce qu'on est en train d'installer des rails? Je ne sais pas. J'ai pas les là, on parle d'un TGV là, bientôt. Toronto. TGF? Ah oui, c'est vrai, c'est pas un TGV, c'est un TGF.
Oui, c'est ça. C'est peut-être une meilleure affaire, mais en tout cas. On ne sait pas. Mais un train. j'avais posé une Bien question. Oui, c'est parce que la question était tant qu'à faire une usine à batterie Oui, où donc, il va le défi avoir... d'électrifier les transports, c'est là que je m'en allais. Donc, il y a des gains importants, même si tu utilises des énergies fossiles pour faire ta batterie. Ouais. Une fois que tu as fait ta batterie, en théorie, tu vas avoir des gains parce que tu électrifies le déplacement des personnes ou des... OK. Sauf, selon moi, mais ça c'est contestable, mais c'est mon opinion. Selon moi, le modèle de batterie pour des chars, et surtout pour des VUS, est un problème plutôt qu'une solution. OK. Là-dessus, je suis d'accord avec Catherine Morancy, là, la priorité, le 7 milliards, hein, Oui, c'est ça? 7 milliards. Ouais. 7 milliards, il aurait dû aller en bosse dans les villes au gaz, des bosses de base, de diesel, là. Même pas besoin des bosses électriques, on s'en fout. C'est-à-dire qu'en ce moment, la priorité, c'est d'augmenter l'offre de transport collectif, Ouais, point, totalement. qu'elle soit Ouais. électrifiée ou pas. Alors qu'on ferme toutes les routes. Tu sais, moi, j'allais en Gaspésie en autobus, ça n'existe plus. J'y allais en train, ça n'existe plus. Je partais de chez nous à pied, je pognais le boss dans le village, puis je rentrais à l'UQAM. Ouais, Là, maintenant, je prends mon char, puis je vais à l'autoparc 74 parce qu'ils ont coupé la ligne du village depuis la pandémie. voilà. Ils en ont profité pendant la Ouais. pandémie pour la couper. Ouais, voilà. Bon, c'est sûr qu'on était peut-être 8 dans le boss, là. C'était peut-être pas ce qu'il y avait le plus économique. Ben, c'est 8 chars de moins. Mais il y avait toujours le deal aussi, au Québec, tu avais le deal que quand tu avais une ligne payante, Montréal-Sherbrooke, tu étais obligé de desservir les petites communautés Oui. locales. C'était Oui. ça le deal au Ouais, Québec. c'est Mais ça. ce deal-là, avec la CAQ, il est parti, Il on ne l'applique existe plus. pas. Fait que maintenant, les multinationales qui contrôlent notre transport interurbain collectif, Veolia, nous autres, dans notre cas, c'est Veolia, mais Veolia, ils autres, on me l'impose pas. Je vais pas m'imposer de perdre de l'argent. Ben non, ben J'y comprends, c'est tout à fait Ben normal non, de leur ouais. point de vue, sauf qu'on pourrait. Fait que bref, ouais, on a cet enjeu de transport collectif. Donc, Northvolt, le problème, c'est aussi le modèle. C'est-à-dire que, si je comprends bien le modèle d'affaires, c'est des batteries pour des VUS, pour l'industrie automobile américaine. Et l'industrie automobile américaine, elle est surtout dans le domaine des VUS. Et les constructeurs américains ont, en anglais, on dit doubling down, ils ont fait une première vague de chars électriques, puis tu regardes les différents constructeurs, GM, Ford, entre autres ces deux-là, puis ils ont dit dans leur document stratégique depuis 2-3 ans, ils disent, le VUS et le pick-up électrique, c'est l'avenir. La petite automobile, on va en faire peut-être une ou deux, mais c'est vraiment vers les modèles parce que c'est plus payant. Ben oui. Oui. Ah, parce que c'est plus payant, mais je veux Payant. dire, c'est pas plus pratique. Non, mais c'est plus payant. Ouais. Ben, c'est donc- un business d'argent, là. Ça ça. n'a rien à Tout, voir donc- avec. et tout le monde et donc, va avoir un VUS. Oui, et là, je reviens au modèle Dolorama. Oui. Ben, la valeur... Oui. Avec la On est question là. initiale. Non, c'était pas d'université, je suis habitué de Oui, non. pas de job. ça. Mais là, on n'a pas 3 heures, hein. Non, je sais. Je reviens au Dolorama, c'est Ouais. que la valeur ajoutée de Northvolt, c'est le VUS qui le capture. Puis après ça, ils vont nous revendre le char. Fait que nous, finalement, quand on paye notre bill d'hydro, Oui. on subventionne Northvolt. Northvolt vend les batteries à Ford. Puis Ford, après ça, il nous revend le char. Oui. Mais la valeur de Hydro-Québec, là, de l'électricité verte, est dans le char. Oui. Mais nous, on n'a pas de rabais, là, parce que nous, on a fourni à... Ouais. Ford ne Ouais. va pas nous faire un spécial. Ah, t'es au Québec. Ah, ben toi, moi, te le vendre 5 000 $ de moins. Oui. Parce que dans le fond, en payant ton bill d'hydro, tu as contribué à ce que la batterie coûte moins cher et qu'elle soit plus verte. Ah, ben, Prends tout. tabarouette. boy, Fait qu'elle est où la valeur ajoutée? Oh. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Et En quand- fait, on finance leur valeur ajoutée. Oui, et là, quand t'entends, et ce qui est fascinant, c'est que Fitzgibbon l'admet. Parce que quand Fitzgibbon défend, et puis en fait, c'était pas Fitzgibbon, c'était Benoît Charette, mais bon, Benoît Charette, on s'entend que c'est le C'est pas porte-parole le de ministre de Fitzgibbon. l'Environnement, ça? Non, c'est le porte-parole de Fitzgibbon en matière d'environnement. Ah oui, C'est son excuse. titre officiel, non? Oui, ben, c'est jamais clair. J'ai vu une caricature. Qu'est-ce que tu dis? Non, C'est mais réaliste. C'est réaliste. Mais bref, pour revenir au porte-parole de Fitzgibbon en matière d'environnement. Oui. Mais Fitzgibbon aussi a dit la même chose, puis au moins ils sont honnêtes. Les retombées, quand on leur demande c'est quoi les retombées économiques de Northvolt, parce qu'on met quand même 7 milliards dans l'assiette. Quand même. Bon. Alors qu'on manque de fonds dans tout au Oui, Québec. oui. Donc, Hein, c'est on clair. s'entend. Ben, en même temps, bon, il y a des prêts, il y a des garanties, Oui. il y a, bon, et ça, on va avoir un taux d'intérêt, un rendement Oui, mais on financier. pourrait de se base. parler des prêts, des garanties. Mais- de... Mais c'est quoi les retombées? Ben, alors, lui, ce qu'il dit, Ouais. c'est les emplois bien payés. Ah ouais, hein. C'est ça, les retombées. Alors, après ça, tu dis, attends, OK, on va faire, là, je t'économise. Mais on On va l'a raisonner. subventionné. On va raisonner en économiste. Ouais. Donc, tu as une entreprise qui s'installe. Ouais. Cette entreprise-là a une activité économique. Cette activité économique pour l'entreprise, il y a 2 revenus principaux. Quand tu vends une batterie, tu payes tes salaires,
puis tu as des profits. Oui. On s'entend, Ouais. puis tu payes tes fournisseurs, là, les sous-traitants, toutes ces affaires-là. Bon. Mais mettons, il y a des profits, il y a des bénéfices, il y a les salaires. En disant les retombées économiques, c'est les bons emplois, Fitzgibbon nous dit la vérité de notre système fiscal. C'est que notre système fiscal est très bon pour capturer une rente ou capturer une valeur ajoutée qui passe dans les salaires. Mhm. Donc, c'est les bons salaires. Les gens vont payer de l'impôt sur leurs revenus. Ils vont dépenser. Ils vont dépenser TPS d'un bord, impôt sur le revenu de l'autre. Ça, c'est les retombées. Ben oui. Mais les profits de l'entreprise, ça, je sais pas, est enregistré au OK, Luxembourg. attends, je veux juste qu'on mette ça en bold. Là. Fait que les retombées économiques, dans le fond, C'est les salaires. c'est les l'impôt. impôts que les salariés vont payer. Ouais. Et l'argent qu'ils vont dépenser, puis que la TPS TVQ qu'on va pogner de l'autre C'est ça bord. que Fitzgibbon nous a dit en substance. C'est pas les profits. On n'impose pas les profits. Je suis un peu. Je suis, Non, c'est parce que Norfolk, là... Non, mais je c'est une- comprends, mais je suis un peu flabbergastée. Puis la en valeur fait. ajoutée s'en va en Ontario ou elle s'en va au Michigan. Fait qu'anyway, par contre, puis là, je veux pas faire on fait le procès de Northvolt, je m'attendais pas à faire ça. Non, mais Non, c'est parce mais que t'en as abandonnamment parlé. Puis... Puis... Mais juste pour finir, en même temps, faire des batteries, c'est intelligent, puis on en a besoin, puis Ouais. on va apprendre. Puis ça, c'est Ouais. vrai que c'est cool, puis on va peut-être réussir à créer une grappe, comme on a créé des grappes aéronautiques. On a créé des grappes au Québec, Oui. ça nous a bien Oui. servi. Fait que peut-être que là, on tient quelque chose. Fait que faut pas être contre, mais il faut comprendre le modèle d'encadrement de la filière, Ouais. le modèle qui n'est pas le modèle en Allemagne, qui n'est pas le modèle en Suède. Ouais. Ailleurs, on aurait fait une co-entreprise. On aurait Oui. dit, on met 7 milliards sur la table, on veut la moitié des actions. Oui. Ah! Ben oui. Ben oui. Ben oui. Puis on veut la moitié de la valeur des brevets. Puis même avec C'est bon, Bombardier, ça. on avait fait un deal Oui. de même. On a dit, on va te Oui. passer de l'argent, mais on est C'est actionnaire. comme ça qu'ils font ailleurs. Ben, souvent, c'est Ben le oui. modèle. C'est certains exemples. Ben, Ah, quand, oui? tu donnes des ressources naturelles à très bas prix, c'est le modèle de la Puis pourquoi co-entreprise. on n'a pas fait ça? On n'a jamais fait ça au Québec. On fait plus ça maintenant parce que c'est la CAQ. C'est pas Oui, le mais modèle. mettons, deux autres, ils doivent en avoir des économistes. Moi, j'essaie toujours de comprendre. Tu sais, je veux dire, ils analysent le dossier, là. Pourquoi c'est pas venu sur la table, cette histoire-là? C'est probablement venu sur la table, puis Northvolt a dit non, puis peut-être que là, ils ont eu peur que Northvolt s'en aille ailleurs, puis installer Ouais. une centrale de charbon. Mais si- Ça, on le sait pas. Mais on le sait qu'on a l'électricité la plus propre et la moins chère de l'OCDE, de tous les pays industrialisés, puis mettons le Brésil là-dedans, mettons l'Inde là-dedans. Fait que, anyway, elle va pas partir, cette électricité-là, elle est attirante. Mais toi, ce que tu dis, dans le fond, c'est que peut-être, en tout cas, tu me diras si j'interprète mal, mais c'est comme si on avait une occasion de devenir riche, mais qu'on l'a comme un peu laissé Ouais. passer. Ouais. Ah, tabarouette, OK. Oui. Puis c'est ce que Sophie Brochu savait, Ouais. puis c'est ça le Dollarama. Ah, Mais ouais. Dollarama est riche. Dollarama est peut-être, mais... La famille Rossi est riche. C'est ça. Les employés Je suis crèvent de Rossi. faim. Je suis Rochi, comme ils disent. Ouais, je suis Rossi. On va aller Je suis chez Rochi. Ah, ouais. Ouais. Ben, c'est que dans le fond, en fait, moi, il y a quelque chose qui m'habite depuis des années. Je me dis, Grégou. OK, le pétrole, là. Oui. OK? Tout le monde qui sont dans le pétrole sont riches. Tu sais, l'Arabie Saoudite, oui, tout ça, oui. là, bon, ils ont cette ressource-là chez eux. Oui. C'est une maudite chance, ils l'ont Oui. chez eux. Oui. Nous autres, on a une maudite chance, on a de l'eau potable, puis on a de l'eau, puis, tu sais, Oui. vraiment extraordinaire. Bon, c'est vrai qu'Olivier Primo en a acheté le tiers, là, mais mettons, Oui. il nous en reste encore un peu. OK? Oui, oui. Mais normalement, là, on devrait imprimer de l'argent. Parce que pas d'eau, tu crèves. Pas de pétrole, la vie est poche. Oui. Mais pas d'eau, t'es mort. Oui, mais pour le moment, il n'y a pas de marché mondial de l'eau comme il y a un marché mondial de pétrole. Non, Il y a un mais problème déjà avec l'eau. pour l'électricité. Ah oui, non, l'électricité, Bon, oui. ben déjà là pour l'électricité, mais l'eau potable va devenir Ben, un enjeu. Si on prend les deux, là, tu sais, il y a des affaires. Le problème de l'eau, c'est sa densité. Par dollar. Tu sais, Ouais. Le problème, c'est que tu sais, le pétrole, là, essaye de boire un verre de même de pétrole. Là, Ça va être raide. Ouais. ça va être pas mal raide. tu sais. Ouais. Un petit shooter? Tu sais, avec ça, là, pour c'est à peu près une tasse d'eau, on s'entend? Ouais, à peu près une tasse, là, comme Ouais. si je ferais une recette de crêpes. Là, c'est une tasse. Ça peut peut-être un peu plus qu'une tasse. Pas pire. Ça, je peux. Moi, je coupe mon bois chez nous, je fais mon bois de chauffage. Ça, là, je fais mon année de bois de chauffage avec cette quantité-là de pétrole. De pétrole? Oui, c'est vraiment. Oh oui. Tu sais, je fais mes 4-5 cordes là, facilement là, avec ça. Là. Oh oui, ça prend pas grand-chose. Là. Fait que c'est la densité énergétique du pétrole qui fait sa Ouais. valeur et qui fait qu'on Ça peut. n'en prend pas beaucoup. Ça n'en prend pas beaucoup. Il est dense et donc, donc il se transporte facilement. Tu peux organiser un marché mondial. L'eau, le problème, c'est que c'est pas dense. Ça en prend ça d'eau. C'est bon pour peut-être une journée pour moi, là, mais même pas. Là, tu sais, Non, même pas. fait que- Parce qu'il faut boire 8 verres d'eau par jour. Eric. ben, je C'est vois pas ça. Je vois pas ça. Fait que le problème de l'eau, c'est que c'est pas assez dense par utilité. Ouais. Donc,
Alors, l'électricité, le problème est un peu similaire. C'est que plus loin tu le transportes, Ben oui, c'est ça. plus tu as des pertes. À date, les technologies de stockage sous la forme liquide ou sous la forme gazeuse de pétrole, il y a du monde qui... TES, c'est un peu ça le modèle, hein? Le modèle TES. C'est quoi TES? TES, c'est le projet à Shawinigan. On va installer des éoliennes, on va demander à Hydro-Québec beaucoup d'énergie, puis on va avoir un hydrolyseur, c'est-à-dire que ça prend de l'eau, puis ça split l'eau en H puis en O. OK. Ça garde le O, ça fait de l'hydrogène, OK. vert, entre guillemets, parce qu'on le fait avec des énergies renouvelables. Puis une fois qu'on a la molécule d'hydrogène, bien là, on peut s'amuser avec. On peut s'en servir comme énergie. Mm-hmm. On peut s'en servir comme hydrogène, parce que dans certains procédés industriels, tu veux du H. Ouais, t'en as. Mais tu peux aussi, ça c'est vraiment étrange, mais contre-intuitif, mais c'est un modèle d'affaires qui se défend. Tu peux aussi prendre ta molécule de H, puis mettre du CO2, puis refaire une chaîne de carbone complexe, puis faire ce qu'on appelle du E-gaz ou du E-pétrole. C'est-à-dire que tu fais du pétrole synthétique. Fait que oui. c'est comme les... oh mon Dieu, j'en reviens pas, j'ai utilisé cet exemple-là, mais c'est comme les diamants laboratoire. Je connais pas assez. Ou la viande de laboratoire. La viande de laboratoire. Oui, c'est comme la viande de laboratoire, exactement. Et comme la viande de laboratoire, tu sais, si tu prends une vache ou un bœuf ou un mouton, puis tu l'envoies dans le champ, tu fais ton calcul de rendement énergétique. Ouais, là, ça prend un certain temps. Ouais. C'est pas pire. Tu sais, tes rendements positifs au moins, c'est-à-dire que la photosynthèse, que mange le mouton, puis l'énergie que tu sors du steak, Ouais. tu sais, ça t'a pris moins d'énergie. Tu gagnes plus d'énergie, peut-être. Ouais. Tandis que là, l'autre, il y a un coût à arriver à ça. T'as des pertes. Tu divises par 10 à chaque fois. En fait, plus ça marche, plus tu vas perdre de l'argent. Ben, c'est que tu pars avec, mettons, 1000 watts. Oui. Puis là, ta première conversion, t'es rendu à 100, puis ta deuxième, t'es rendu à 10. OK. Fait que t'as parti de 1000, t'es rendu à 10, mais c'est vert. OK. Fait que là, ça, c'est une manière de transporter de l'électricité. Et, mais au-delà de ça, Éric, là, je m'excuse, je te coupe, là, mais mettons, là... non, mais... Ah, mon Dieu, C'est l'hydrogène vert. Non, mais c'est ça, l'hydrogène j'apprends vert. tellement d'affaires, là. Ben, c'est fou, là. Ça se peut qu'on fasse un bon bout avec ça. D'après moi, on va faire un deuxième épisode. Mais en fait, là, ce que je me dis, c'est que, OK, on va faire de l'hydrogène vert, parfait, mais... Puis c'est difficile de transporter de l'électricité, parfait. C'est difficile de transporter de l'eau, parfait. L'hydrogène, on peut le transporter. Ben, en fait, c'est de l'ammoniac qu'on va transporter. L'hydrogène, ça saute. Mais l'ammoniac, c'est plus stable. Oui à tout ça. Mais l'entreprise, là, qui s'en vient s'installer au Québec, n'importe laquelle, OK, qui s'en vient s'installer au Québec, là, puis qui est obligé de rentrer sur le poteau électrique, là, puis qui a besoin d'électricité, là, lui, là, on peut-il faire payer le prix juste? On pourrait. Ça serait une décision qu'on pourrait prendre comme collectivité. Après ça, l'autre affaire, c'est qu'on finance l'électricité, là, les résidences, là. Tu sais, tu disais, m'amener dans un article, tu disais le monde qui gagne, mettons, 100 000 $ et plus, puis qui ont un spa, puis qui a ci, y a ça, puis qu'on finance encore l'électricité pour ces gens-là qui ont une capacité de payer. Y a-tu moyen de rétablir ça un petit peu c'est ça, socialement? C'est une grande question. Le premier problème qu'on a pour faire ça, c'est qu'on n'a pas un gouvernement qui veut aller là. OK. Parce que ça serait impopulaire, à ton avis? Ben non, mais c'est parce que ça prendrait un débat de société, ça prendrait une commission, un sommet, un je sais pas. Oui, mais quoi, on est-tu capable de faire de l'éducation puis d'expliquer aux gens? Il y a plein de monde qui en font. Il y a un appétit. Écoute, la semaine passée, j'organisais un webinaire. Pas dire la semaine passée parce que ça va paraître dans quelques À un semaines. moment donné, il n'y a pas si longtemps. Cet hiver, j'ai organisé un webinaire sur une question hyper geek, là, vraiment. Là, la place du privé dans la production d'électricité au Québec. Là, puis c'était avec des experts. Il y avait 300 personnes qui écoutaient le webinaire. Là. Il y avait du monde. Là, puis après ça, il a été vu, puis il a été vu, puis il a été vu. Donc, les gens s'y intéressent. Il y a un appétit pour une réflexion collective sur l'énergie. Ouais. Les gens sont attachés à un certain modèle public au Québec. On est fiers d'Hydro-Québec. Oui. Et donc, il y aurait lieu d'avoir un débat, je pense, éclairé sur qu'est-ce qu'on fait pour cette transition. En ce moment, le gouvernement ne veut pas aller là. Mais oui, il y aurait des solutions. Il y aurait je veux dire, bon, commençons par l'industrie. C'est clair que si demain matin, on lève on lève le prix, là, on dit Terre Eiffel, c'est fini. Oui. Le rabais sur le Terre Eiffel, déjà, on a su qu'il va disparaître d'ici 3-4 ans. Oui. On ne savait même pas qu'il existait. On a su qu'il existait grâce aux travaux des journalistes dits militants, entre guillemets. Oui, les deux qui ont été nommés. Oui, c'est ça. Là. Donc, c'est sûr que si on abolit ça, d'un coup, du jour au lendemain, ça va avoir un nombre de chocs dans le monde des multinationales, puis bon, on va peut-être se faire bouder 3-4 ans. Ouais. Peut-être. Puis on va se... peut-être qu'on va atteindre... le Venezuela du Nord, puis on va se faire, là, sûrement. Mais à terme,
elle va être toujours là, l'électricité. Puis les gens vont vouloir venir. Fait que c'est juste une question d'ajustement. Puis donc ça peut se faire. Puis il y a moyen de l'introduire progressivement. Il y a moyen finalement de monétiser la valeur, d'aller chercher le revenu de la valeur de notre énergie verte. On le fait pas en ce moment. Ça, c'est une chose. Parce qu'on pense petit, tu penses? Moi, je pense que non. Je pense que l'époque où cette politique énergétique a été décidée, c'était une époque où on se foutait de l'environnement de ce point de vue-là. Oui. On avait d'autres enjeux environnementaux importants, pollution des rivières, pluie acide. Tu sais, c'est le modèle des années... Ça se met en place des années 80-90. Ouais. Tu sais, c'est vraiment là où l'idée que... Donc, pendant cette période-là, les enjeux environnementaux de l'époque sont différents. La décarbonation n'est pas à l'horizon. Puis c'est l'aigle de cette période-là. Puis après ça, on a aussi un modèle de laisser-faire, tu sais, avec le qui s'installe des années 90-2000. Laisser-faire, tu veux dire? Les laisser-faire économique, tu sais, le fonds de marché régulé. Donc, on a vraiment ça qui s'est... Fait que je pense qu'on est héritier du laisser-faire, mettons, du néolibéralisme, pour prendre une expression un peu convenue, puis peut-être malheureuse, et aussi d'une époque industrielle où la décarbonation n'était pas un enjeu. Et donc, là, aujourd'hui, c'est ça. Il faut brasser ces cartes-là, tant du côté des ménages que du côté des industries. Du côté des ménages, c'est compliqué, hein, intervenir dans cette question-là, parce qu'on peut se dire, oui, c'est-tu normal qu'un ménage? Mais là, on va-tu comme indexer la facture d'Hydro-Québec au rapport d'impôt? On va-tu... C'est pas évident, les mécanismes. Puis en plus, ça dépend ce que tu déclares. C'est ça. Tu sais, moi, des fois... c'est ça. Moi, des fois... Tu pourrais pas donner ça comme devoir à tes élèves? Ah, mais on travaille sur des scénarios. Ben oui. Ah, wow. Tu sais, comme des fois, moi, je me dis... Parce que l'argument qu'on me sert toujours pour une flexibilisation des tarifs hydroélectriques, c'est l'argument des passoires, des logements, des gens qui sont pris dans les logements. Oui, mais ça, c'est pas... Ça, tu sais, moi, je viens d'une famille quand même pas très fortunée, là, puis payer à l'époque là, 500$ de loyer, puis 600$ d'Hydro-Québec. C'est un classique. Ben oui. Et ces gens-là crèvent de faim. Ouais. Et c'est des fenêtres en bois avec ça de jour, puis tout le kit. Et puis c'est le propriétaire qui le fait pas. Puis ça, tu fais bien de le souligner parce que c'est un grave problème. Oui. Surtout en ce moment où on a une crise du logement. Oui, puis tu sais, tu mets tes plastiques là, avec le collant. Oui, le collant. Tu as peur que ton chat, il vienne... Oui. Oui. On voit que tu parles d'expérience. Oui, mais c'est la réalité de beaucoup de gens. Puis c'est encore la réalité de beaucoup de gens qui peuvent pas... Je sais pas si tu as vu dernièrement, Radio-Can, ils ont envoyé un drone thermique pour voir les pertes de chaleur. Puis... Tu sais, moi, je viens de changer mes fenêtres, mes portes, la tranche de vie, là, mais je viens de faire ça en fin de semaine. Mais c'était un problème. Mon hydro, ça montait comme ça parce que j'avais pas investi dans mes fenêtres. Puis à un moment donné, ça prend de l'argent. Ben, ça prend de l'argent, mais en même temps, de l'autre côté, la transition, là où il y a des gains importants à faire au Québec, c'est dans le bâtiment. Ouais. Dans la performance énergétique des bâtiments, il y a vraiment des gains importants. Puis là, on pourrait se dire, ben, on peut aider. Mm-hmm. Oui. On peut aider. On peut réglementer. Mm-hmm. Puis, au bout de la journée, on peut exproprier. On peut dire, ben regarde, t'es pas capable de l'entretenir, tes 2000 portes, là, avec ta compagnie numéro. Ah, ben là, attends, là. Oui, OK, mais c'est un rêve, parce que tu sais qu'est-ce qui va arriver, là. Les 2000 portes, ils vont poursuivre le gouvernement, puis... Non, on va t'acheter à ta juste valeur, moins les coûts de mise à niveau de ton logement. On est en train... Y a-t-il d'autres pays qui font ça ou y a-t-il des scénarios ailleurs? Non, là, on est dans les... Berlin le fait pour des raisons complètement différentes. OK. Hein? Berlin a un droit de rachat pour développer son parc de logements hors marché. Donc, une politique de rachat. Vienne le fait aussi un peu. Il y a certaines villes européennes qui ont ces politiques très agressives pour retirer le parc immobilier du marché pour des raisons qui ont à voir avec l'environnement puis qui ont tout à voir avec l'enjeu de l'offre de logement. L'offre de logement, oui, c'est ça. Donc, mais nous, on pourrait marier les deux ensemble. On s'apprête, on va coter les nouveaux bâtiments. On va avoir une cote. Puis on va avoir une cote sur les grands bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels. Donc, on s'en va vers un système au Québec de cote énergétique. Éventuellement, ce système-là, j'imagine, va s'appliquer au logement, c'est-à-dire au résidentiel sûrement locatif, le résidentiel. Et donc, éventuellement, on peut inventer la catégorie E, fail. Puis cette catégorie E-là, ça peut être, tu as un an pour arriver avec... Puis tu as accès à tout, les subventions, les ci, les ça. Mais si tu n'es pas capable, regarde, tu n'es pas responsable,
Tu n'as pas un moyen d'avoir un bloc. C'est exactement. Puis on a besoin de retirer là, je passe sur autre chose, mais on a besoin de retirer des logements du marché, on le sait. Oui. La ville de Longueuil le fait, la ville de Laval le fait. À Montréal, on essaie de le faire tant bien que mal. Il y a des entreprises qui font, tu sais, le achat utile, toutes ces entreprises-là d'économie sociale qui rachètent des immeubles pour les... Donc, pourquoi pas marier les deux? Donc, mais est-ce que ça se peut qu'on soit dans ce bout-là parce qu'on a eu 10, 15, 20 ans de surplus énergétique au Québec? On a brûlé parce qu'on dit, oui, on a tellement d'électricité. On avait des surplus énergétiques. On vendait le surplus aux Américains, ce qui nous permettait de prendre de l'avance sur nos besoins futurs. C'était ça l'idée, c'est que quand tu crées un grand complexe hydroélectrique, tu prends de l'avance sur tes besoins dans 20 ans, 30 ans, tu dis en attendant, on peut vendre ça aux Américains. C'est certain que ce contexte d'abondance relative énergétique ne créait pas un contexte où on avait intérêt à agir sur nos bâtiments. Mais honnêtement, aller en Allemagne, aller en France, puis il fait fret là, dans les bâtiments, puis c'est mal isolé, puis c'est pas... tu sais, l'Allemagne ont pris... Eux autres, ils ont eu un modèle là, très agressif. Là, ils appelaient ça la mercalisation des bâtisses. Là. On voyait, là, ils isolaient... Pour Angela Merkel. Oui, c'était... Oui. On isolait de l'extérieur avec... C'était la présidente. OK. L'Allemagne. Oui, c'était en tout cas... Oui. La chancelière. On isolait les vieux bâtiments patrimoniaux, là, les vieux bâtiments du 17e, 18e, 19e qu'on dit comment qu'on va faire. Là. Mais on isole de l'extérieur avec la Roxul, puis on refait le plâtre par-dessus la Roxul. Okay, on ajoute, là, c'est des panneaux de Roxul, là, des Roxul. C'était pas la marque Roxul, la laine de roche. Panneaux de laine de roche d'à peu près 6 pouces, puis par-dessus, on fait le plâtre. OK. Puis ils refaisaient le même design, mais c'était doublé ça a été vraiment agressif comme politique en Allemagne. En tout cas, je parle, c'est anecdotique, parce que j'ai vécu là-bas 1 an, je le voyais. On voyait dans la ville de Jena où on vivait, on voyait vraiment ça. Mais ça, c'est important aussi. Tu soulignes un point important, parce que si t'es né au Québec, puis t'es juste été au Québec, puis tu t'intéresses pas à autre chose, t'es comme bien, tu sais. Mais quand tu vas ailleurs un peu, c'est important d'avoir d'autres points de vue aussi. Une affaire qu'on a vue là-bas, je comprenais pas c'était quoi. Tu te promènes dans un des parcs qui longe la rivière de Jena. Je ne me rappelle plus du nom de la rivière, mais en tout cas, tu as la rivière, puis tu as un immense... Moi, je pensais que c'était un pipeline. Un immense système de tuyauterie. Des gros tuyaux d'à peu près 1 mètre, il y en a 2, 3, puis ça parcourt toute la ville. Chauffage de district. Oh! Toute la chaleur récupérée de leur usine de gaz, donc eux autres, ils transforment du gaz naturel en électricité. Avant, c'était du charbon. Ils sont allés vers le gaz à Jena. Donc, une centrale thermique au gaz. Toute la chaleur du processus, capturée par de l'eau. L'eau est transformée en vapeur, est envoyée dans des tuyaux, puis ça rentre des calorifères des gens dans leur maison, puis ils chauffent. Donc, ils ont un chauffage de base dans le centre de la ville. Et ici, les districts thermiques, on nous dit « Ah oui, ça va être compliqué, puis on ne sait pas trop comment on va faire ça, puis c'est pas évident, puis c'est des nouvelles technologies, puis on n'est pas là encore. » Puis comment... Il y en a à Montréal, du chauffage de district, mais c'est très limité. Mais on disait d'ailleurs que le métro n'était pas chauffé. Que le métro, c'est juste comme... Oui, c'est sa propre chaleur. C'est sa propre chaleur. Mais on a des gisements de chaleur dans la ville, là, dans les égouts. On pourrait, tu sais. On a par ailleurs un réseau de tuyaux qui parcourt toute la ville en ce moment. On serait capable. On met du gaz naturel dedans. On pourrait peut-être mettre autre chose dedans. J'aimerais qu'on adresse le gaz naturel. Oui. J'aimerais ça comprendre un petit peu plus, qu'on le vulgarise, là, parce que moi, je suis pas bien bonne là-dedans. C'est quoi la problématique avec le gaz naturel? Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une. OK. Peux-tu nous expliquer? Oui. Il y en a 2. Il y a 2 niveaux de problématique. Il y a une problématique, je dirais, technologique. OK. Puis il y a une problématique économique. Commençons par la technologique. OK? Le gaz technico-environnemental, j'ai-tu le droit de dire ça? Oui, ça se peut. Premièrement, le gaz naturel, c'est du méthane. Oui. CH4. OK? Le méthane, c'est un gaz, tout dépendant des calculs, 28 à 80 fois plus réchauffant que le CO2. OK. Donc, ça. Puis la différence de calcul, c'est le temps qu'on compte. Est-ce qu'on compte sur 50 ans ou sur 100 ans? Bref, le méthane, là, il agit très rapidement dans l'atmosphère, puis il réchauffe très vite. Donc, par contre, quand on brûle du méthane, ça fait du CO2. Donc, ça, c'est pas si pire. Le problème du gaz naturel fossile, donc, c'est que c'est une énergie fossile qui contribue au réchauffement. Première chose. Okay. Deuxièmement, les systèmes de production, de distribution de gaz fossile, ils coulent. Ils pissent du CH4.
il y a des fuites tout le temps. Il y a des fuites dans les pipelines. Tu as des fuites dans tout. Tu as des fuites au point d'extraction, tu as des fuites au point de distribution, puis tu as des fuites au point de combustion, aux 3 endroits. Donc, quand tu le sors de la terre, il y a des fuites. Quand tu le transportes en tuyau, il y a des fuites. Puis quand tu le brûles, il y a toujours tout le monde qui a eu du chauffage au gaz chez soi. Moi, j'en ai eu quand j'étais en appartement. Ça pue toujours un peu, on le sait. Oui, ça sent le gaz. Fait que non seulement il y a de la perte, mais c'est aussi super nocif. Ça, c'est nocif, mais mettons que les êtres humains, leur santé, on s'en fout. L'enjeu environnemental, c'est le réchauffement climatique. Quand on est dans le tunnel carbone, on voit juste ça. Ben, dans le tunnel carbone, le problème, c'est que ces fuites-là, ils contribuent encore plus au réchauffement climatique que la combustion du gaz. C'est ça l'enjeu. C'est que le taux de fuite, là, dès qu'il est plus qu'1%, l'impact environnemental est extrêmement important. Mais c'est dû à quoi ces fuites-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de colmater ces fuites-là? Oui, il y a des fuites. Il y a des fuites qui renvoient au défaut, puis il y a des fuites qui sont des fuites d'opération. Il y a toujours une perte là, dans tout ce qu'on fait. Donc, et là, d'ailleurs, le Canada, on vient d'envoyer un satellite spécialisé qui va faire une détection des fuites de métal. Dans le Journal de Montréal, ils ont fait un article là-dessus. Donc, on va voir, là, puis j'ai hâte de voir par-dessus le BC, là, dans le Montney, là, un des gisements importants de gaz naturel qu'on a au Québec. Bref, donc, on le sait que le gaz naturel, il faut en réduire l'usage drastiquement, compte tenu que c'est à peu près... C'est des enjeux similaires au pétrole. Donc, il faut sortir du gaz naturel comme on a sorti du pétrole. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Énergir? Ben ça, c'est l'enjeu économique, puis j'y arrive dans quelques minutes. OK. OK. Fait que là, sauf que, en même temps, on sait qu'il faut... Puis au Québec, ben ça tombe bien, on a de l'électricité. Fait que pourquoi utiliser du gaz quand tu as l'électricité? Pourquoi? C'est la deuxième question. OK, parfait. C'est énergir. Pourquoi la réponse au pourquoi, c'est à cause d'énergie, puis on va parler d'énergie. OK. Fini la question technique. Puis, par contre, dans certains procédés, tu as besoin de méthane. Tu as besoin de la molécule CH4. OK. Pour faire des engrais, par exemple, azotés. Ah! Dans certaines industries, tu as besoin de très haute température, puis faire ça avec l'électricité, c'est moins bon qu'une bonne flamme. T'sais, pour faire cuire tes crêpes le dimanche matin, tu peux faire ça de toutes sortes de manières. Tu peux faire ça avec l'induction, tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin nécessairement de gaz. Mais pour faire transformer de l'acier, donc dans certains procédés, c'est mieux, charbon, gaz, il y a quelque chose à aller chercher là. Donc, on peut produire du gaz naturel renouvelable. Le GNR. Le GNR pour ces usages-là. Oui. Mais produire du GNR, c'est compliqué. C'est quoi la différence entre le GNR et le GNR? Le GNR, ben, on se dit qu'il est moins dommageant pour l'atmosphère parce que, alors, quand on brûle du gaz naturel, ça fait du CO2, right? Oui. Pour faire du GNR, il faut qu'une plante capture du CO2. La photosynthèse, là, un arbre, la plante verte qui est derrière nous, là, sa croissance, c'est elle prend la lumière du soleil ou la lumière du néon, puis elle prend le CO2 que nous autres, on recrache parce qu'on respire, puis elle les lie ensemble, puis là, elle fait sa photosynthèse, ça fait du carbone qui s'intègre dans son corps, c'est de la biomasse. Puis après ça, elle recrache de l'oxygène, puis nous, on trouve ça cool parce qu'on la respire, l'oxygène. On trouve ça cool. On s'entend les deux. Toujours. Tu sais, les autotrophes, tu sais, c'est bon. Alors là, le GNR, c'est qu'on prend la plante, on la passe au broyeur, puis on la met dans un seau, puis on la fait pourrir, puis on s'arrange pour qu'il y ait zéro oxygène dans notre pourriture. Mais ça, c'est le compost là, que tu nous expliques. Non, c'est le compost anaérobie, sans oxygène. Celui qui pue, là, puis qui devient orange, là, puis c'est vraiment dégueu. Ça, c'est dans les biodigesteurs. Ouais, on fait un biodigestion. C'est ça. C'est une fermentation, finalement, contrôlée. Puis là, on va avoir du biogaz, puis dans le biogaz, on va avoir du CH4. Celui-là, c'est du gaz naturel renouvelable. Pourquoi? Parce que la plante, elle a capturé le CO2. Fait que quand elle va toujours en brûle, capturer. Non, mais quand on brûle le CO2, ben, on le renvoie à la même quantité que la plante a pris. Fait qu'on se dit, on est au neutre. Je comprends. C'est sûr que si on coupe tous les arbres de la terre dans une semaine, qu'on les met dans un chipper, puis qu'on fait du méthane dans le biodigester, puis qu'on brûle ça d'une shot, on va réchauffer la planète. Excuse, je fais full une aparté, là. Ouais. Mais t'as pas partagé un article aujourd'hui sur... C'est Evelyne Tifo. En fait, c'est pas elle la première autrice. Je me rappelle plus du premier auteur, mais c'est Evelyne Tifo et deux autres auteurs qui s'intéressent à c'est quoi l'impact sur la repousse forestière ou sur la santé de nos forêts d'aller chercher les résidus sur les parterres de coupe. Donc, quand on coupe un arbre, on garde le tronc, mais on jette les branches puis on jette la cime. Ah oui? Ben oui, on les laisse là, on fait des andins avec, puis c'est correct. C'est bon, ça. Oui, mais on peut les récupérer, puis on peut faire il y a d'autres usages qu'on pourrait faire. Il n'y a pas un truc de biomasse avec ça? On peut, c'est ça. Donc là, elle évalue qu'est-ce que ça ferait aux forêts si on... J'ai fait une scie puis une raie, je ne sais pas. C'est pas correct. Non, t'as dit forêt, puis t'as dit si, ça marche. C'est correct. Quel impact
ça aurait. Oui, En tout cas, sur la santé des sols forestiers et des écosystèmes forestiers, si on prélevait une partie de la biomasse plutôt que la laisser retourner dans le sol. Ouais. Alors, ça, c'est l'étude qu'ils ont partagée. Puis on a peu d'études, en fait, qui s'intéressent à cette question-là au Québec. Et c'est important parce que si on veut faire du GNR, il faut savoir c'est quoi l'impact des prélèvements. Parce que pour faire du GNR, si vous avez suivi mon raisonnement, si on ne prend pas des déchets internes à notre métabolisme social, mettons des déchets de table, Ouais. notre propre fumier, le fumier humain, mettons. Si on ne prend pas ça, là, ben, on est obligé de prendre des choses qui normalement retournent dans les écosystèmes. Oui. Des résidus de culture, du fumier, des résidus forestiers. Mais si on prend ça, c'est quoi l'impact sur la santé des sols? C'est quoi l'impact sur la biodiversité? On ne le sait pas ou on le sait peu. Puis si on veut développer la filière de GNR, il faut savoir c'est quoi la limite de ce qu'on peut extraire comme biomasse sans affecter nos forêts ou nos sols agricoles. Mais là, on dirait qu'il y a une volonté de développer la filière là, du c'est GNR. ça. Voilà. Alors là, maintenant, Énergir. Bon. Énergir Bien. est une entreprise Oui. qui distribue du gaz naturel. Ouais. Ben, c'était Gaz Métro à l'époque. C'est ça. Le modèle d'affaires... Mais Énergir, c'est quand même diversifié par rapport à Gaz Métro. Énergir fait de l'éolien. Ils font différents services énergétiques. Mais le cœur de leur modèle d'affaires, c'est quand même distribuer du gaz naturel. Énergir ne produit pas de gaz naturel, un peu. En fait, maintenant, ils font un peu de GNR, mais ils produisent peu, mais ils en distribuent. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font Énergir? C'est que quand ils sont connectés à la frontière du Québec, à d'autres réseaux, à des réseaux, au réseau nord-américain de distribution du gaz, puis quand le gaz arrive, ben là, pouf, ça tombe dans le réseau d'Énergir. Et là, eux distribuent ça au client final. Là, juste pour qu'on mette des images en tête des gens. Oui. Parce que moi, jusqu'à tout récemment, je ne savais pas. C'est tout des Interrelié. tuyaux souterrains, tout ça, là. En grande partie, c'est des tuyaux souterrains. Tu as des grands réseaux de gazoducs nord-américains. Tu as un système nord-américain. Il y en a un sur le bord de la 640, là. Oui, il y en a qui traversent. Donc, tu as deux, me semble, deux de mémoire, là, mais je n'ai pas la carte devant moi. Là. Il me semble que tu en as deux qui traversent le Québec, qui s'en vont dans les provinces maritimes ou vers le Maine. Et après ça, tu as le réseau d'énergie, qui, lui, est un réseau qui distribue au Québec le gaz naturel. Donc, eux, dans le fond, leur job à eux, c'est de se raccorder dans ces grands réseaux de distribution nord-américains, de se raccorder à ça, puis d'acheminer dans leur propre réseau ce gaz-là vers ton poêle ou vers la cimenterie, pour prendre deux cas extrêmes. Puis le modèle d'énergie, ça a toujours été... Alors, donc, ils ont un réseau de tuyaux. Ben, c'est ça leur actif principal. C'est de développer des réseaux de tuyaux. Ben, ils sont propriétaires d'un réseau de tuyaux. Essentiellement, c'est ça la valeur de l'entreprise, c'est les tuyaux. C'est l'amas de tuyaux. Puis le tuyau, le système de tuyaux, il vaut quelque chose parce qu'il y a du gaz qui coule dedans. Fait que Énergie, l'histoire a toujours été du volume. J'ai besoin d'avoir du gaz dans mes tuyaux. Si je suis obligé de sacrifier le tiers de mon réseau, ben là... Qu'est-ce qui va arriver? Ben, moins de valeur. Pas juste moins de valeur, ça va coûter plus cher pour le 2/3 qui reste à cheminer. Fait que je vais être obligé d'augmenter mes prix. C'est la fameuse spirale de la mort. C'est que, comme j'ai du volume, le coût de distribution, je le distribue sur plus de clients. Si je passe de 2 millions de clients pour entretenir mon réseau de tuyaux à 5 000 clients, parce qu'il me reste juste mes clients industriels, ces 5 000 clients-là vont devoir absorber des coûts que je pouvais étaler sur les 2 000. Ouais. Ça, c'est la première. La deuxième affaire d'énergie qu'il faut savoir, c'est que 65 % de son gaz va aux industries, mais ses bénéfices viennent des ménages. Ah. Les profits ne se font pas avec les industriels. Les industriels ne sont pas très rentables pour Énergie. Parce que le modèle d'affaires d'énergie, c'est de faire du cash sur tous les services de facturation, de gestion de ton énergie, de ci, de ça. C'est là qu'ils font leur cash. Mais ça explique pourquoi ils ont été si agressifs envers Prévost. Oui. Prévost a Là, dit... c'est sûr. Parce que Prévost leur dit, vous allez arrêter de raccorder des nouvelles maisons, mais c'est ça qui est payant. C'est pas de raccorder une cimenterie. Ils ont touché au nerf. Là. C'est pas... Énergie ne fait pas de l'argent sur la molécule de gaz. Là. Quand tu as ton gaz là, qui pue, qui sort de ton tuyau, dis-toi qu'Énergie font... Parce qu'ils l'achètent à un bout puis ils le revendent à l'autre bout. Ouais. Ils font pas d'argent là-dessus. Ils font l'argent sur le service de te l'amener. Oui. Mais si tu amènes... Je vais prendre des ordres de grandeur, 1000 unités dans une cimenterie, tu factures rien qu'une fois. Oui. Si tu amènes 1000 unités dans 1000 maisons différentes, tu factures 1000 factures fois. Là, tu fais de l'argent. Là, tu fais du cash.
Fait que c'est pour ça qu'après ça, quand il y a eu la chicane avec Prévost, le gouvernement a dit bon, ben, clause grand-père pour Prévost, mais il n'y a plus un chat au Québec qui me refait la passe de Prévost. C'est ça. Ça explique ça. Donc, le gouvernement, attention, là, mais là, le gouvernement, est-ce qu'il a erré en faisant ça? Parce qu'en quelque part, il protège une entreprise privée. Il protège une entreprise privée qui appartient à la Caisse des dépôts et placements. À 100%. Ah, ben, il s'aide. Okay, est-ce que c'est une entreprise privée ou est-ce que c'est, selon moi, une entreprise dans le périmètre du secteur public? Première question. Deuxième question. On s'entend que la valeur de l'entreprise, c'est ses tuyaux. Oui. Mais en même temps, pas juste. Énergir est propriétaire du distributeur d'électricité au Vermont. Puis là-bas, au Vermont, ils font des affaires étranges qu'on n'ose pas faire au Québec. Par exemple, au Vermont, ils ont un programme d'équiper les maisons avec des batteries pour gérer la pointe. Oui, les firewall et tout ça. Là. Ouais, mais firewall. Je les ai magasinés, moi, pour Terrebonne, même chez nous. C'est quoi ça? Ça, c'est que, donc, tu as une batterie dans ton garage. Oui. Puis quand il y a un problème de pointe, ben tu piges dans ta batterie plutôt que de piger dans le réseau. C'est comme mon auto hybride. Un peu. Puis là, c'est ça. Puis là, dans le fond, ça demande moins d'énergie à tout le système. Et toi, tu sauves de l'argent parce qu'au moment où l'électricité, parce qu'ils ont la tarification dynamique, le moment où l'électricité coûte le plus cher, mais toi, tu es en train d'emprunter ta batterie. Puis tu remplis ta batterie là où ça coûte moins cher. Bon. Fait que c'est le gouvernement qui offre ça aux maisons? C'est l'entreprise privée qui appartient à Énergir qui offre d'amortir l'achat de la batterie sur 20 ans ou sur 10 ans, ça dépend des programmes. Comme un chauffe-eau. Là. Comme un chauffe-eau. Alors, même modèle que le chauffe-eau. Plutôt que d'acheter ton chauffe-eau, tu payes à temps... Par mois. Oui, par mois. C'est une location. Ben là, c'est un achat. C'est un achat. Mais nous, ça pourrait être une solution parce que quand je regarde les pannes... Je ne sais pas si c'est une solution. Mais je sais pas. Hydro-Québec, cette question-là. Est-ce que c'est chaque maison? Est-ce que c'est par district, par quartier? Peu importe. On s'en fout. Non, mais il faut quand même le regarder parce que là, on dit les pannes électriques, c'est parce que les fils ne sont pas enfouis. Puis on dit, ben là, les fils, ça coûte cher à enfouir. Ben, est-ce que ça coûterait moins cher Juste pour dire que, par exemple, Hydro-Québec regarde la possibilité de faire la même chose avec les chars. Oui. Ben, il y a eu des articles là-dessus. On dit les autos électriques, ça va être des deux sens. D'avoir du chargement deux sens, c'est-à-dire que tu peux pas juste remplir le char, mais tu pourrais tirer sur le char pour le remplir après. Ça serait une stratégie. Oui. Laissons Hydro-Québec. Ça, c'est leur job. Ils sont bons là-dedans. Ils vont nous trouver des solutions. Ouais. L'affaire avec Prévost, qui, moi, me dérange, puis ça remonte à l'entente de Biénergie, de gaz d'énergie avec Hydro-Québec, c'est que pour gérer la pointe, il y a plein de solutions. Il y a la batterie dans le mur. Il y a le char. Il y a des pompes à chaleur. Il y a des accumulateurs de chaleur. Tu pourrais avoir un tas de briques dans ton sous-sol, puis ça... Mais il y avait la géothermie, qui était très à la mode. Il y a plein de solutions qui existent pour gérer la pointe. Pourquoi qu'on nous impose une solution technologique? On nous l'impose, c'est le gaz. C'est la Biénergie avec Énergie pour sauver Énergie. Fait que, tu sais, puis le rendu là, OK, qu'est-ce qu'on sauve? Est-ce qu'on sauve... on sauve une entreprise qui est attachée à ses tuyaux. Peut-être est-ce que c'est vraiment une faveur à Énergir de faire ça? Est-ce que peut-être qu'on ne devrait pas regarder un peu plus loin puis se dire comment pourrait-on aider Énergir à se transformer? À devenir moins dépendante de ses tuyaux? Est-ce qu'on est trop émotif? Je ne sais pas si on est trop émotif. On est peut-être juste... je sais pas, vous pourriez peut-être demander au PDG de venir à votre émission. On essaye d'avoir Stéphanie Trudeau pour venir jaser de ça. Ouais, ou Éric Lacasse. Ben là, à date, c'est Stéphanie Trudeau. Ça va nous faire plaisir. Pas encore. Okay. Et bref, tu sais, Sophie Brochu serait bon. On court après depuis des mois. Ouais, mais bref, c'est sûr qu'il y a... Énergir a un modèle d'affaires basé sur la pérennisation de la consommation massive de volume de gaz au Québec. Mm-hmm. Et donc, c'est là le problème, selon moi. Okay. Puis ça va nous amener à chercher des sources de GNR là où il n'y en a pas, plutôt que de dire le GNR, il est tellement précieux qu'on l'envoie aux industries, on va le diluer dans le réseau. Les gens vont cuire leur crêpes le samedi matin, vont se prendre pour Ricardo avec leur four avec leur poêle au gaz. Le dimanche matin, en disant, regarde comme je suis hot avec ma flamme bleue en dessous de ma poêle. Oui. C'est du gaspillage. C'est pas nécessaire. L'induction, c'est overkill, selon toi. Faudrait permettre aux gens, faudrait faire des émissions de cuisine avec des cuisinières à l'induction, peut-être. Là. Mais MasterChef, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, bon. MasterChef, c'est toutes des cuisinières à induction maintenant. En plus, tu te brûles pas quand tu te brûles pas. C'est vraiment magnifique. C'est beau, esthétiquement, MasterChef, bravo. En tout cas, bref... Oui, mais est-ce que, à ton avis, parce que là, ça tire à sa fin, je vois la fille qui check le temps. Oui, puis moi, j'ai entendu le buzz. Là, c'est pour ça que j'ai changé. Mais est-ce que tu crois qu'on va atteindre nos cibles
de réduction de GS. Non. 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 De 20, aucune 30, chance. là? Ouais, 20-30. Non, je pense pas. Non, on va s'excuser, là. On va avoir essayé. OK. Non, on fait des choses au Québec, je pense. Qu'est-ce qu'on fait qui est beau, Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de bien, d'après toi? fonctionne? On développe l'éolien. Toi, t'aimes ça, l'éolien, mais avec une face que ça n'a pas l'air à te faire triper tant que ça. Je suis pas sûr qu'on le développe au bon endroit, tu sais. Ah, c'est où qu'il faudrait le C'est développer? le bord des barrages. Ah oui. Au Pourquoi? nord. Oui, c'est le bord des barrages parce que là, au moins, tu aurais les deux. Tu es à côté des lignes de transmission. Je sais pas. Mais je suis pas expert de ça. Il y a du monde plus intelligent que moi qui connaissent ça puis qui me disent ça devrait être sur le bord des barrages. Nos gisements éoliens sont dans le Grand Nord. C'est à Côte-Nord aussi, il y en a. Mais dans le sud du Québec, les gisements éoliens sont beaucoup moins importants. Quand on va à Gaspésie, on en voit plein. Là, Oui, mais là, mais il est quasiment... Tu sais, c'est ça. Puis... Mais bon, l'éolien, c'est peut-être, mais pas un modèle privé aussi. Moi, l'éolien public, je crois là-dedans. Moi, j'aimerais ça qu'on laisse Hydro-Québec, qu'on dise aux gens d'Hydro-Québec, soyez fiers de ce que vous faites, puis allez-y, gang, go. Ouais. Puis on vous donne, là, on vous permet un plan d'investissement. Là, vous avez le droit là, d'aller lever des obligations à New York, puis à Londres, là, puis développer vos projets, puis allez-y, puis bouffez l'éolien. Intégrer ça dans... Faites des modèles hybrides où vous allez, une entente entre une municipalité et Hydro pour un parc de... Go, mais laissez le secteur public se développer. On brime Hydro-Québec, je trouve, depuis trop longtemps. On la laisse... En fait, moi, le point tournant pour moi, c'est André Caillé. C'est la première fois qu'on avait quelqu'un qui venait de Gaz Métro, qui a pris les rênes d'Hydro-Québec. Puis les gens à l'interne d'Hydro-Québec le disent. C'est à partir de là qu'on a senti que, oups, ça changeait. Là. On ralentissait l'innovation. Il y a quelque chose qui se passe au Québec qui fait qu'on ne laisse pas Hydro-Québec se développer à sa pleine capacité, qu'on ne fait pas confiance au public, puis qu'on pense que le privé est mieux. Puis moi, j'y crois pas à ça, cette idée-là. Toi, tu ne crois pas que le privé est mieux? Pour, non, moi, je pour pense cette industrie-là. Ouais, moi, je pense que public ou privé, c'est une question de choix politique, que l'efficacité est dans les deux camps. Après j'aime ça. C'est pour moi, le public peut être très efficace. Regardez les CPE, comment on a levé un réseau de CPE en peu d'années. C'est le public qui a fait ça, puis c'est merveilleux ce que ça a donné. Puis on en demande plus, tu sais. Ouais. Fait que le public peut... Donc, moi, je pense que ça, ça aiderait beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait de bien? Mais qu'est-ce qui te oublie l'énergie, là. Mettons juste en société, là, de vivre au Québec. Y a-tu des choses qui te rendent fier? Ah ben oui, notre mix énergétique est quand même intéressant. Je pense qu'on commence à avoir un niveau de discussion intéressant au Québec. Le débat autour de Northvolt m'a fait du bien. Ah? Oui, parce que l'indignation de base des personnes en disant qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on s'en fout, il faut avoir un débat public. Mm-hmm. Qu'on ait cette maturité-là comme société. Oui. Je trouve ça intéressant. La fierté que les gens ont vis-à-vis d'Hydro-Québec aussi. La fierté qu'on a vis-à-vis de nos forêts. Les gens sont attachés aux forêts québécoises. C'est plate, on a vraiment peu parlé des forêts, mais ce sera pour un autre épisode. Ça, je pense que c'est Puis peut-être aussi le sentiment qu'il y a des transformations profondes à opérer. Je fais de la formation au milieu syndical. Ouais. Je fais de la formation auprès de travailleurs manufacturiers, construction en région. Oh. Pas juste du monde de Montréal qui travaille dans des bureaux. Là. Non. Tu sais, du monde qui ont des pick-up puis deux skidoo. Là. Oui. Puis que tu parles avec ces gens-là... À chaque fois qu'on parle des gens en région, on parle des pick-up. Mais c'est parce que si tu restes en... je veux dire, je viens de la rive... de la rive nord. Je viens moi, j'ai pas de pick-up, mais mes amis ont des pick-up. Puis quand tu veux pitcher une feuille de plywood, c'est bien pratique un pick-up. Oui. Moi, j'en emprunte souvent. Je comprends. C'est... Bon, puis tu sais, un F-150... Un F-150 au gaz, aujourd'hui, le Eco, là, il consomme moins que bien des VUS sur la route en ce moment. OK. Tu sais, tu vas... les gens démonisent les F-150, là, mais au kilomètre, là, pour les usages en campagne qu'on fait, là, ça consomme moins que bien des chars en ville. Wow. En tout cas, just saying. Oui, c'est important. C'est une nuance importante. Mais bref, mais ces gens-là sont... Tu sais, dans le milieu de travail, ils savent qu'il faut qu'il y ait des changements. Tu sais, ils en parlent. Tout le monde est donc, je pense Ils ne sont pas réfractaires. Non, il y a une maturité, je pense, au niveau du débat environnemental au Québec. Ouais. Le problème que moi, je vois principal, c'est qu'on n'a pas d'alliés au gouvernement. Pour l'instant. Non, pour l'instant. Tu sais, je suis fier de quelque chose. Ben, le fait que le ministre Jacques Julien, a passé une loi pour interdire l'extraction des hydrocarbures au Québec. On est un des seuls endroits au monde qui a cette loi-là.
Ça, je suis vraiment fier. Oui, parce que là, il y avait Anticosti, là, puis tout le monde C'est ça. regardait ça. Et lui, il a fait ça, mais il a porté ça tout seul. Oui. Puis depuis que lui a fait ça, il n'y a plus de ministre de l'Énergie au Québec. On a maintenant un super ministre de tout. Oui. Mais ça a été la dernière fois qu'on a eu un ministre de l'Énergie. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ça, il y a de quoi être fier. Puis il y a de quoi être fier de la maturité de la discussion qu'on a eue autour de l'interdiction de l'extraction. Le fait que ça a été fait de manière, je dirais, transpartisan ou non partisan. Là. C'était pas... donc, ouais, ça, c'est une affaire dont je suis fier. Ouais. Moi, j'ai, OK, 2 dernières questions. OK? Ouais. Une des questions, c'est, parce que là, tu es chercheur associé sur la chaire de la transition. À la chaire. À la chaire. Ouais. Sur la question de transition, Merci. à la chaire. Ouais. À la chaire de la transition écologique. Ouais. C'est quoi, en termes de pourcentage, la répartition des thématiques? Est-ce que en ce moment, vous êtes comme parlez beaucoup de l'énergie à 50 %? C'est quoi la répartition? C'est drôle parce qu'à l'origine, la chaire, puis je pense beaucoup des travaux historiques de la chaire portaient sur la mobilisation citoyenne dans les quartiers de Montréal. Ouais. Ruelle verte, projet de géothermie communautaire, projet Solon, donc les projets de vélo-cargo partagés. C'était-tu principalement à Montréal? C'était beaucoup, la chaire est beaucoup axée sur la réalité montréalaise. OK. Et aussi beaucoup de travaux sur le système alimentaire montréalais, l'économie circulaire dans le domaine alimentaire, la réduction du gaspillage ou la production d'aliments à Montréal. De la proximité, là. Ouais, beaucoup ça. Moi, j'arrive avec la carte énergétique. Donc, moi, j'ai poussé beaucoup pour qu'on développe aussi la recherche en énergie. Mais je dirais que c'est nouveau, puis donc, c'est pas un pourcentage élevé, mais moi, c'est sûr que c'est beaucoup au cœur de mes travaux. Moi, oui, j'apporte ça. Moi, ça, ouais, c'est ça. C'est beaucoup ce que j'amène. Mais la chaire, non, c'est beaucoup intéressé aux petits gestes, mais aux petits gestes collectifs. On peut parler de petits gestes individuels. Ouais. Je suis en train de magasiner quelque chose, puis je décide A plutôt que B. Ouais. Mais moi, à la chaire, on s'intéresse beaucoup à cette même notion de petit geste, mais collectif. Comment il y a des dynamiques collectives qui amènent... Donc, c'est des petits gestes, des fois anodins, une ruelle verte, s'organiser des bacs entre voisins, puis commencer à faire des tomates cerises, mettons, ou comme organiser le compostage, ou je sais pas, whatever. Et tout à coup, comment que ça se transforme, ces petits gestes, ça fait boule de neige, ça devient exemplaire, ça rentre dans les cultures, parce que le défi pour moi de la transition, c'est la normalisation du changement. C'est quand ça devient quelque chose qui est un état de fait, quand ça devient une évidence. Ça va de soi. Le flight shaming, c'est un exemple. C'est le fait que les gens qui prennent l'avion, on les juge. Oui. Dans certains milieux, dans certaines générations, c'est quelque chose maintenant qui, quand tu prends l'avion, il faut que tu te justifies. Mais il y a 15 ans, personne ne parlait de ça. Alors ça, c'est un exemple de quelque chose qui rentre dans la culture populaire. Alors, à la chaire, on s'intéresse beaucoup à ces transformations dans la culture populaire par des actions collectives. C'est ça. Le vélo cargo, c'est un super bel exemple. Hein? On a dans Rosemont, dans Petite Patrie, dans Huntsic maintenant, tu as accès à un réseau de vélos cargo. Donc, c'est des vélos avec des charrettes derrière. Ouais. C'est gratuit. Puis tu as une application qui gère comme un peu un Bixi, sauf que ça te permet de transporter. Tu vas à Quincaillerie, tu ramasses tes 5 gallons de peinture, mais tu embarques ça là-dedans, clouc, tu t'en vas. Ouais. Et ça marche. C'est utilisé, ça a un impact. À Montréal. À Montréal. Oui, c'est ça, parce que... Oui, en campagne, on a un F-150. C'est sûr qu'à Amos, c'est moins pratique. cargo ou F-150. Il n'y a pas de juste milieu. C'est ça. Hey, non, j'ai ma petite Ford, là, puis je suis capable de... Je vis en campagne avec une petite Ford hybride, puis j'ai mis des pneus à clous, comme ça, j'ai pas besoin de 4x4. Puis c'est parfait. Ça se fait. Ça fait la... T'avais une dernière question? La dernière question est celle qu'on pose à tous nos invités. Ah, OK, il y a une question. À tous nos invités. C'est, est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Et, dépendamment de ta réponse, pourquoi? Oui, OK. Moi, je suis un prof d'université, je suis le genre à virer ça de bord puis dire le on, c'est qui pense? C'est-à-dire que ça dépend du on. Si le on, c'est le Québécois ou la Québécoise moyenne. Nous, on parle à toi, là. À moi, là. Moi, je suis le on. Personnel. Je vais répondre oui, j'aurais pu répondre non, puis ça aurait été naturellement non que vous auriez... Non, je vais répondre oui. On aurait été à l'aise, hein? Oui. Mais je vais répondre oui parce que où ça va mieux, c'est que je pense dans le domaine des idées, ça va mieux. Ouais. C'est-à-dire que dans le domaine de la science de la transition, de la science, des sciences de l'environnement en général, des scientifiques qui travaillent sur le climat, on a fait des grandes avancées. On est très ambitieux
dans ce qu'on va demander aux sociétés dans les prochaines années, prochaines décennies. On va demander beaucoup de choses très ambitieuses aux sociétés, des changements radicaux. Mais il y a un consensus fort qui se dégage dans cette communauté-là sur les changements apportés. Je pense au dernier rapport du GIEC où on parle de réduire notre consommation d'énergie, de réduire notre consommation, point. Mhm. On parle de changer en profondeur le modèle économique, de s'éloigner du modèle dominant actuel Ouais, qu'on la peut nommer croissance, la croissance, le capitalisme, etc., où on peut parler de décroissance, on peut parler de planification de l'économie de manière démocratique. Ces mots-là sont... Donc, moi, je constate dans mon domaine qu'il y a un changement de paradigme. On s'est débarrassé d'un paradigme qui, pour moi, était très nocif, c'était le développement durable, parce qu'il entretenait l'illusion qu'on pouvait tout faire en même temps, la croissance économique, la réduction de la pauvreté et la protection de l'environnement. Puis, Je trouve que cette idée-là du développement durable, ça... elle a juste plus de valeur aujourd'hui. Elle veut dire, en sciences de l'environnement, elle est peu utilisée, de moins en moins utilisée. Ah oui? Parce qu'elle a été vraiment... Son historique a été fait, puis le développement durable, à l'origine, tout le monde disait, c'est la conciliation des trois grandes valeurs, l'environnement, le social et l'économie. Puis par économie, on entend évidemment la croissance et le profit. Mais en fait, quand vous regardez les politiques de développement durable qui ont été mises en place, puis les grandes directives internationales de développement durable, c'était la croissance économique comme outil pour atteindre la réduction de la pauvreté et pour protéger l'environnement. C'est ça, de fait, qui a été fait. Ouais. Ce qu'on a voulu toujours protéger, c'est la croissance économique. Donc, on misait sur la croissance verte, sur le découplage. On avait toutes sortes de mots fancy. On aurait beaucoup de croissance, mais peu d'impact environnemental. Ces idées-là ont fait leur temps et dans le domaine des sciences de l'environnement, de plus en plus, on prend acte qu'on va devoir avoir des limites absolues à nos activités économiques. On va devoir raisonner en termes de limites plutôt que de convergence win-win-win. Et cette notion-là, limite, on va falloir se mettre des limites, moi, puis les limites. Elle a bien de la misère avec les limites. Ouais. Dominique Champagne nous a dit que ça prend des stops au coin des rues. Ouais. Elle, ça Moi, l'a j'ai déclenché. dit que- J'aimais pas ça, les ben, les limites, en même temps, ça peut être libérateur, les limites, parce que devant une limite, tu sais, l'affaire qu'on va jamais limiter, c'est l'imagination, c'est la Ah, c'est créativité. drôle que tu dises ça, c'est exactement ça. Je pensais parce que je me disais, c'est drôle, moi, quand je me mets un cadre dans ma créativité, je crée beaucoup plus. Ben oui, c'est ça. Parce que j'ai un cadre versus Ben oui. si tu me dis juste crée, je fais comme, C'est mais ça. tu veux, je crée quoi? C'est ça. En philosophie, on appelle ça un mauvais infini. Ah, ben, c'est Hein, ça. un mauvais infini, c'est-à-dire un infini de la répétition qui t'amène à rien. Dès que tu as des limites, oups, t'as justement. Alors, des limites biophysiques, et il faut être clair, là, la nature ne nous donnera jamais de limites. La nature, elle s'en fout de nous autres. Là. Ouais. Tu sais, je dis souvent à mes étudiants, tu sais, on s'inquiète beaucoup de la 6e grande extinction, hein, ça nous angoisse, mais tu sais, c'est quand même la 6e. Il y en a eu 5 avant, puis la planète, On est encore elle a là, continué. Là. Ouais. Fait que la nature n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de la nature sous une Oui. certaine forme. On a besoin Ben, d'une ne planète serait-ce que pour habitable. se nourrir. On a besoin d'une planète habitable, mais la planète n'a pas besoin de nous pour continuer. Non. Donc, les limites ne viendront pas de la nature. C'est nous qui allons apprendre à nous limiter. Ouais. C'est l'autolimitation. Mais l'autolimitation, c'est sain, c'est un exercice. Donc, il faut prendre les limites dans le sens positif de se donner un cadre. Et sortir de l'illusion que la croissance, donc plus d'extraction, plus de... Que ça va être toujours la solution Non, il faut se dire, OK, bien, le Québec va devoir faire avec X mètres cubes de gaz naturel renouvelable pour les prochains millénaires. OK, on va faire On avec fait quoi ça. avec ça? Ouais. On fait Ouais, quoi avec ça? ouais, Le ouais. Québec va devoir assurer tel pourcentage de forêt qui ne sera pas coupé, qui va avoir un cycle complet de croissance, Ouais. plus que 70 ans, allons vers 120 ans. Le Québec va devoir se entretenir des puits de carbone, faire notre contribution. Des puits de carbone en milieu humide, des puits de carbone en tourbière, des puits de carbone en forêt. OK, c'est quoi On dirait que je vois même pas ça comme des limites. Non. Oui, mais c'est ça, des Non. limites. Mais je sais, mais je l'aime pas, ce mot-là. Ça, c'est un blocage avec les Ah, limites. ben Mais oui, là, Quand on a Non, mais décidé, je on vois a du plus- gaz naturel au Québec, on en a plein du gaz de schiste. On ne Ouais. l'extrait pas. ouais. C'est ça qu'on décide. L'idée, c'est de ne pas faire. De passer du paradigme de on fait tout à ne pas faire. Il y a des En choses- fait, juste faire des choix différents. Ouais, C'est et que après ça, et ça va, et ces limites-là, ou cette c'est balayé. suffisance, en fait, Ouais, le c'est comme mot, une balise. On dirait que j'aime mieux ce Balise. mot-là. C'est T'as comme mieux une balise qu'à limite? il y a un- Je sais pas pourquoi. il y a un mot, il y a eu une tentative en France, puis je sais pas, c'est un drôle de mot, tu sais, mais en anglais, on a sufficiency. Mhm.
L'efficience. Efficiency, non. Efficiency, sufficiency. En français, c'est pas un beau mot. C'est suffisant. Suffisant, ouais. Quelqu'un de suffisant, c'est un peu poche. C'est quelqu'un qui se prend pour un autre. Oui. Mais en même temps, c'est plate qu'on ait perdu. Oui, un être suffisant. Oui. C'est ça l'expression. Oui. Le mot du jour, suffisant. Mais en même temps, la suffisance. Ouais. De pouvoir dire ça suffit. Oui, c'est ça. Collectivement, ça suffit, on est correct. Ça va bien. On n'a pas besoin d'un bateau à moteur de plus sur le lac. Là. C'est correct. Il y en a assez. Là. Assez de sidou. Là. Puis... On peut se le partager. Mais tu sais, c'est bon ce que tu parles quand tu parles. Oui, le partage club. Quand tu parles d'être assez. Ouais. Ça reste quand même une des plus grandes quêtes de l'humain de se sentir assez. Oui. Ouais. Alors, peut-être qu'on devrait revenir à notre essence même de l'être humain, qu'on veut juste être assez. Oh oui. Puis c'est correct être assez. Oui, on n'est jamais assez. Ouais, une autrice aux États-Unis, à Boston, une économiste, Joliet Shore, elle a écrit un livre en anglais, il n'a pas été traduit, mais c'était Plénitude. La valeur, ça devrait être la plénitude. C'est un peu nouvel âge, là, ça fait un peu... non, nous autres, on est bien à l'aise avec ça. On vient de là. Nouvel âge? Ben, ça fait un peu... je viens de Sutton, hein, quand même. Croissance personnelle. Je viens de Sutton, quand même. C'est nouvel âge, croissance personnelle? Parfait. Ouais. Moi, je suis très nouvel âge. On est très comme ça. Moi, je suis pas comme ça, mais à Sutton, on a non, mais dans le Nord, c'est Val-David. Dans le Nord, c'est Val-David. Toi, c'est Sutton. Oui, nous, on les concurrence Val-David. Oui, bien, je sais, c'est le yin et le yang de ça. Si tu as c'est facile sur un fil Facebook, si tu commences ton intervention, là, ton texte, là, je ne suis pas sur Facebook beaucoup, là, mais bonjour, belle communauté. Là. Oui. Si tu commences par ces mots-là, d'habitude. T'es dans le nouvel âge. Namasté, puis... oh mon Dieu, je suis tellement nouvel âge. Mais elle est vraiment nouvel âge. Sa mère est nouvel âge. Elle vient Namasté gratitude, là. Ah, ben tellement. Ouais. Bon, mais bref, la plénitude. Revenons à la plénitude. Oui. Mais la plénitude, c'était un beau mot, je trouvais. Elle disait qu'il fallait remplacer l'idée de croissance par la notion de plénitude. Ouais. Je trouvais que c'était... Fait qu'il y a des mots, mais ces mots-là, on les a pas pour nous en ce moment, ils ne sont pas disponibles, mais la vision, elle est là dans les sciences de l'environnement. Dans les gens qui ont écrit le rapport du GIEC, elle est là, cette vision-là, de plus en plus. Donc, ça va percoler, ça va... Les gens qui vont conseiller, les gens qui vont orienter le débat public de plus en plus sont rendus là. Sont rendus dans un... Moi, j'appelle ça de la post-croissance. Après c'est pas de la décroissance, c'est après la... On a fait un trip là, de 150 ans. Dopé par les hydrocarbures, là, let's go, on l'a fait. Bon, mais là, c'est fini. C'est comme... Puis, c'est drôle parce que moi, j'enseigne un peu l'histoire de la science économique. Puis, la première fois qu'un économiste parle de OK, on a fait un gros rush, là, puis là, on peut dessus comme pouf. C'est John Stuart Mill, 1860. Ah, wow! Ouais, et lui, il a parlé d'une pause. Là. Il y a une pause, il appelait ça, il disait, il y a le modèle de croissance, puis il y a le modèle de l'état stationnaire. Mm-hmm. À un moment donné, on arrête les folies, l'état stationnaire. On a juste besoin de remplacer le stock de capital tel qu'il existe, entretenir nos barrages, mais on n'a pas besoin que le PIB croît, on a juste besoin de garder... Keynes reprend l'idée, après, dans les années 20, les années 30. Il dit, à un moment donné, on va en avoir fini de cette maladie de vouloir croître puis de vouloir l'expansion. Wow. Fait que c'est une maladie qui revient là, au fil des ans. Les économistes, en tout cas... Comme la rougeole. Certains économistes sont convaincus que c'est une maladie que les économistes ont donnée à l'humanité, ce désir de croissance insatiable. Puis dans les années 70-80, tu as Judges Corrigan, Herman Daly, qui dit à peu près la même chose. Herman Daly, qui est mort cette année, qui disait... T'es économiste à la Banque mondiale, qui disait aussi, tu sais, ben, pourquoi pas viser l'état stationnaire. Donc, je pense que, et ces idées-là qui étaient marginales, mais portées par des grandes personnes quand même, quand même. Ouais. John Stuart Mill non plus, mais ces idées-là, aujourd'hui, ont fait leur chemin, on les retrouve dans le rapport du GIEC, surtout dans le rapport du groupe 2 sur l'adaptation, moins dans le rapport 3 sur la mitigation, il y a des histoires à ça, mais on les retrouve dans des documents de haut niveau. On les retrouve dans les documents autour de la biodiversité, là, les PBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Ces idées-là sont... Fait que les nouveaux scientifiques sont nouvel âge? Non, sont plus... Je reviens là-dessus. Prêts à entrevoir un monde... Mais oui, ils ne sont pas nouvel âge. Mais oui... Je fais une petite joke, mais ça... Non, c'est pas une joke, c'est... Ça résume un peu l'idée, là. Il y a deux choses dans ça. Il y a l'idée qu'ils sont en train de ils acceptent de discuter d'une société qui se libérerait du dogme de la croissance, première chose. Wow. Ouais. Et deuxièmement, c'est vrai que surtout des gens en biodiversité, reconnaissent que les premiers peuples, que les peuples autochtones ont une cosmovision qui pourrait nous en apprendre beaucoup sur cette idée d'une cohabitation ou d'une présence
auto-limitantes dans la nature. Et donc, il faut s'inspirer de ces systèmes de valeurs-là. Et en ce sens-là, il y a une dimension spirituelle, oui. Donc, tu pourrais dire- vivre en harmonie avec, oui, tellement. avec son monde. Ben, tu sais, c'est pas... en fait. Tu vois, quand on l'enseigne pour la forêt, c'est tu sais, vivre de la forêt. Ouais. Ça, c'est, mettons, le bûcheron. OK. Là, puis tu peux être... Il y a une manière soutenable de vivre de la forêt. Tu sais, tu coupes pour... Ben, Richard Desjardins l'a bien C'est expliqué. ça. Il dit, mon père C'est ça. pouvait bûcher. On vit dans la forêt. Moi, je vis dans la forêt. Je vis de la forêt et dans la forêt. Ouais. Mais un Inou va dire « je suis forêt Ah, wow. ». C'est pas... Ah, c'est comme je suis un avec mon environnement. Donc, Ouais. et là, il y a quelque chose à apprendre dans ce « je Oui. suis forêt ». Et ça, notre langage a de la difficulté, notre culture, elle est réfractaire. Mais si on remonte, je suis en train de relire un vieux classique, The Death of Nature, de Carolyn Merchant, qui a été traduit, La mort de la nature, par l'éditeur français Wild Project. C'est une historienne de l'environnement qui a à peu près 80 ans, qui est encore vivante en Californie. Et elle s'est intéressée au basculement de vision du monde entre la Renaissance puis l'époque moderne, puis de la représentation de la nature et de la femme. Puis elle fait le lien entre la chasse aux sorcières, le développement d'une vision mécanique de la nature et la perte de cette idée de pouvoir dire « je suis nature ». Puis en tout cas, c'est une belle On histoire. aurait intérêt aussi peut-être à écouter un peu plus les peuples autochtones. Tellement. Tu sais, parce qu'il y aurait beaucoup à nous Alors là, apprendre sur la Alors là, un autre exemple d'une affaire qui va bien, les aires de protégés autochtones. Ouais. Ouais. Depuis un an, on en parle beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on a un régime d'aires protégées dans lequel on cède la souveraineté sur en fait, on redonne la souveraineté. On cède la souveraineté qu'on a pris à ces Ouais. peuples-là. On leur On le redonne volit, finalement ouais. leurs droits sur leur territoire. Ouais. Pas sur tout leur territoire, mais une partie de leur territoire. Puis on leur demande d'agir comme ils ont... puis ils peuvent agir en fonction de leur culture, puis on va apprendre quelque chose de ça. Ouais. Puis j'ai hâte de voir dans 10 ans, dans 15 ans, Mhm. qu'est-ce qu'on va avoir appris de ces aires protégées autochtones. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre. On a appris un autre exemple de quelque chose qu'on a appris d'eux, c'est qu'une rivière, ça peut être une personne comme une autre. Hein? Rivers are people too. Alors, on a une rivière maintenant qui a une personnalité juridique. On n'a pas encore fait le test, là, mais on a réussi à protéger une rivière en lui donnant une personnalité juridique au Québec. Et Quand ça, tu dis on n'a pas encore fait le test, c'est quel test? ben, c'est parce que ça va être contesté, c'est sûr. Quelqu'un, ok, quelque ok. part, va contester ça. Ouais, Quelqu'un qui a un droit d'extraire d'éoliennes, Ok, je sais pas ok. quoi. Il y a quelqu'un, quelque part, à un moment donné, qui va dire « Hey, là, moi, je veux Oui. développer quelque chose. Mais ça, c'est tout le travail aussi de la Fondation Rivière, ça. Ouais. C'est, » Ouais. D'ailleurs, j'aimerais ça, Roy Dupuis, ça serait intéressant qu'on puisse... Mais jaser de- cette rivière-là, ben, on apprend, tu sais, c'est une première fois qu'on se rapporte. Puis il y a du monde maintenant qui en appelle à ce qu'on fasse la même chose pour le fleuve. Ouais, Le fleuve totalement. fait tellement partie de notre Ben identité. Oui, que on Puis pourrait. il y a plein de gens qui prennent leur eau potable dans le fleuve en ce moment au Oui. Québec. Puis il y a l'eau salée, c'est un autre sujet, là, mais il y a l'eau salée qui embarque dans le fleuve de Il plus faut en inviter plus. Philippe Gachon. Philippe Gachon. Philippe Gachon de Géographie UQAM. Mais il y en a tellement invités, on pourrait faire On va faire Non, mais il est le 20 fun. saisons. Bon, ben, OK, fait que pour résumer ta pensée, Oui. moi, ce que j'entends, c'est que ça va mieux qu'on pense. sur certains aspects. Oui, dans le monde des idées. Dans le monde Et des dans le monde idées. de l'action. Puis l'aire protégée autochtone en est une... Mais les Ouais. idées, déjà, c'est ça qui fait avancer notre société. Ouais. Après ça, il faut poser les actions qui viennent Ouais. avec. faut que les... Mais s'il n'y a pas Potines d'idées... suivent les babines. Oui. Il faut avoir des idées. Oui. Ce recadrage-là, il est important. Tu sais, en même temps, je suis un matérialiste dans le sens philosophique du terme. Là. Je crois que c'est pas juste les idées qui mènent le monde. Là. Oui. Des Non, décisions non. matérielles aussi importantes Ouais. à prendre. Mais c'est certain que quand il y a un shift de paradigme, puis des changements de paradigme de l'ordre qu'on vit actuellement, on n'en vit, je pense, pas à tous les décennies ni à tous les Non. siècles. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Oui. Ça se bâtit depuis, je pense, une cinquantaine d'années. Et là, moi, je sens là, que ça bouge vite, mais c'est peut-être parce que j'ai 57 ans puis qu'on est rendu à 57 ans, on pense ça. Je sais pas. Mais moi, je sens quand même qu'il y a des choses... Pour reprendre une des belles phrases du Seigneur des Anneaux, un livre que j'ai lu, il y a des choses qui aujourd'hui ne sont plus possibles et il y a des choses qui, tout à coup, n'étaient pas possibles qui le deviennent. C'est Oh, Galadriel. mon Dieu, Oh, ouais. On va C'est la finir là-dessus. conclusion. Mais c'est la conclusion. Merci. Merci C'est infiniment. sûr qu'on va te demander de revenir à un Ah, prochain épisode. Tes livres, je vais les nommer, OK? Oui. Le petit cours d'autodéfense en économie,
Oui, ça, j'ai fait juste la préface. Hein. C'est moi qui ai demandé à ce que ça soit traduit, mais c'est un collègue à moi. Alors, j'ai fait la préface. La dépossession tranquille. Oui. Le piège Énergie. Ça date un peu. C'était un livre contre les pipelines, mais si vous voulez comprendre comment pense un pipeline, il faut lire ce livre-là. Ah, bon. Oui. Et Est-ce que tu en aurais d'autres à nous suggérer? j'ai un livre en anglais, un peu technique, qui s'appelle The Social Ecology of Capital, hein, une écologie sociale du capital. Mais je suis en train d'écrire en ce moment même une version accessible au public et en français de ce livre-là, qui est très difficile à lire et très difficilement accessible. Je suis en pleine écriture en ce moment. Je suis en train de faire... Oui, c'est ça. Donc, le premier chapitre s'appelle Extraction, d'ailleurs, et j'explique c'est quoi de l'extraction. Donc, je suis là-dedans. Donc, ça va sortir d'ici, j'espère, 2 ans. Il n'y a pas encore de titre, mais il va y avoir un titre... je ne sais pas. Là, je ne suis pas encore... À un moment donné, c'était... Ça sera le nouvel âge. T'aurais pas aimé, non? T'aurais pas aimé le premier titre, c'était Limite. Oui, c'était Économie de la limite. Bon. Et finalement, je l'ai scrappé, c'est pas bon. T'as bien fait. Je sais pas encore, là. C'est peut-être juste une écologie sociale du capitalisme. Je sais pas. Je réfléchis, là. Faut que je trouve un titre. Mais ça, c'était à l'éditeur de trouver le titre. Oui. Mais bref, je suis en pleine écriture, oui. Mais sinon, entre-temps, je fais des essais dans toutes sortes de médias, Mais on te suit sur les médias. Moi, je te suis sur LinkedIn. Tu partages toujours des textes fort pertinents. Alors que LinkedIn, c'est un truc de business souvent, mais je sens que de Alors plus en ça, c'est plus... un nouveau développement. LinkedIn a été investi massivement par des académiques, par des universitaires depuis 6 mois, parce qu'on est à cause de Twitter. Ah oui, hein? Moi, je n'étais pas sur Twitter, mais j'ai plein de collègues qui étaient sur Twitter qui ont shifté. Et parce qu'ils trouvaient que Twitter, à cause des règles avec le passage à X, devenait trop toxique. Il laissait trop de place aux trolls. C'est difficile de troller. Pour le moment, c'est difficile de troller sur LinkedIn. Oui. Parce que tu dois donner ton identité professionnelle et elle est validée par les... par donc, LinkedIn. Pour le moment, il y a une bonne modération sur LinkedIn et donc les scientifiques de plus en plus l'investissent parce que tu as du contenu pertinent. Mm-hmm. Mais je trouve que LinkedIn, ça a beaucoup explosé. La qualité. Tu sais, avant, c'était « je suis fier d'avoir tel poste », puis on s'en foutait, là, honnêtement. Complètement. Maintenant, c'est comme « hey, checkez cet article-là », puis là, on en débat, puis là, on discute, puis là, c'est un beau réseau. Je trouve que c'est un réseau qui a vraiment maturé. Moi, j'ai quitté presque complètement Facebook, puis alors que Facebook, je roulais beaucoup là-dessus pour aller vers LinkedIn. Mais moi, je te suis. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes où on peut te suivre? C'est là, hein? On va aller... Je suis pas très plateforme dans la vie. J'écris des fois dans Le Devoir, dans la revue Relations. J'aime beaucoup écrire dans Relations. OK, bien, on va continuer à te suivre. Puis merci infiniment pour ton passage. On apprécie le temps. Oui, merci infiniment.